Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bienvenue dans Coup de canon, nouvelle émission J-3 avant le choc aller de la demi-finale de Ligue des Champions qui opposera Arsenal au Paris Saint-Germain à l'Emirates. Pour m'accompagner aujourd'hui, forcément, on parle d'une affiche XXL. Le président devait être là. Salut Corentin. Salut Raoul, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez votre mal en patience en attendant le match. Ouah, le temps est long. Moi, mon décompte, il a commencé depuis un bout de temps maintenant et je vous avouerai que le temps ne passe pas très vite. Pour nous accompagner également, côté Arsenal French Club, mon ami Louis. Salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Louis qui est frais comme un gardon, un samedi matin à 11h20. On voit que le vendredi soir a été très très calme. C'est rare, hein, faut mettre une croix dans le calendrier. Ouais, là j'ai peur de la soirée qui va venir là. Il va falloir se rattraper un petit peu quand même. La bière belge va couler à flot. Messieurs, donc je le disais, une émission un petit peu spéciale, un podcast un petit peu spécial, puisque l'événement arrive dans 3 jours. Et puis on s'est dit qu'on allait faire une série d'épisodes. Et puis le premier épisode, avec notre invité du jour, va s'intituler Comment être invincible ou ne pas être invincible. Et pour nous accompagner, on a l'ami Majid. Ah, Salut Majid, excuse-moi pour l'intro. non, non, mais pas les parfaite. Salut Raoul, salut à tous. Alors Majid, mesdames et messieurs, Majid est un fan parisien qui anime un compte sur Twitter qui s'appelle Le Meilleur du PSG. Vous pouvez le retrouver en tapant @LMDPSG, donc le meilleur du PSG en abrégé. Majid, c'est un compte qui a été créé en 2009, vous arrivez bientôt aux 150 000 abonnés, donc un grand bravo à vous, Merci, à c'est vous très pour gentil. ça. Et puis aussi, je voudrais dire à titre personnel un grand bravo parce que créer un compte du PSG aujourd'hui, ça semble, créer un compte ou être fan du PSG aujourd'hui en France, ça semble un petit peu facile Mm. vu les moyens et depuis le rachat de QSI en 2011, si je me trompe pas. Mais une page qui a été créée en 2009, je me suis dit, ouais, je vais quand même aller regarder un petit peu quel avait été le classement du Paris Saint-Germain dans la saison 2009-2010. Et puis, on se rend compte que vous avez terminé 13e. Ah, ah, tu me ravis des souvenirs sombres hein, du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ça a très bien changé depuis. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, depuis, a pris totalement une dimension. Et c'est vrai que c'est difficile hein, quand même de se faire son petit chemin là où il y a énormément de pages, etc. Mais le meilleur du PSG, enfin, on essaie en tout cas de vraiment d'être vraiment de faire notre travail à part et d'être voilà, d'être toujours sur l'actu. Je pense que c'est ça la clé de toute manière pour faire Ben, sans trou. si on prend 3-4 minutes pour parler justement du meilleur du PSG, vous êtes qui, vous êtes combien, c'est quoi, c'est une bande de potes, comment vous vous organisez, tu peux nous en dire un peu plus? Bah écoute, nous là-dessus, c'est vrai que l'organisation, on est très bien organisé. Pour le coup, c'est vrai qu'on a plusieurs groupes. On a vraiment une partie où certains membres de l'équipe s'occupent que des réseaux sociaux, d'autres vont être plutôt dans la rédaction, d'autres vont plutôt s'occuper du coup l'audiovisuel qui va bientôt se lancer au sein du meilleur du PSG. Et bientôt, enfin, voilà, donc on a une équipe de photographes aussi, on a une équipe qui s'occupe du site, enfin voilà. On va dire qu'au niveau tout ce qui est community manager, que ce soit sur les différents réseaux, Thread, Facebook ou bien Twitter, on est peut-être 7 ou 8. Tout ce qui est rédaction, pareil, on a aux alentours de 8. Enfin voilà, on est peut-être une vingtaine en tout qui s'occupe vraiment du meilleur du PSG. Et voilà, et ouais, on est vraiment une bande de potes, une bande de passionnés avant tout, je pense, parce que c'est ça la clé, hein, finalement. Si vraiment on fait ça bénévolement et avec vraiment du plaisir et sans, enfin, même si on a une rémunération derrière, mais voilà, c'est vraiment pour moi la clé, c'est vraiment la passion et ça, ouais, ça tombe bien, tant Je mieux. sais pas si Corentin, tu es d'accord avec moi, mais il y a de vraies similitudes dans l'organisation du meilleur du C'est PSG vrai, par rapport à Arsenal French Club, hein, avec une équipe de c'est rédacteurs, une équipe de Ouais, podcasters, une équipe c'est ça. du visuel. Alors, il y aura pas, pour l'instant, il n'y a pas d'audiovisuel parce que, comme je te le disais, Majid, hier au téléphone, vous avez certainement, vous, l'avantage d'être très regroupé sur le Paris ou sa région parisienne.
alors Oui, que c'est nous, ça. on est complètement éparpillés partout en France. Ok, franchement, nous, on a même des membres du groupe qui, eux, sont au Canada. Du coup, ça, c'est vraiment un très bon avantage parce que comme ça permet de même tourner enfin, dans la nuit. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui tourne énormément. Du coup, c'est vrai que nous, là-dessus, voilà, il y a des personnes qui viennent de Reims, il y en a d'autres qui viennent un peu plus du sud, il y en a d'autres, enfin, voilà, vraiment, finalement, même si quelquefois ça nous arrive de nous retrouver au Parc des Princes, de tourner des choses, des micro-trottoirs, etc. euh, c'est vrai que nous aussi, de notre côté, ça vient des quatre coins de la France. Ah bah c'est Et même du Canada. Voilà. ah, bah nous on n'a pas le Canada. Nous on a attends on a Nouvelle-Zélande actuellement, je crois Australie. Australie, Australie mais ouais. c'est pas, Australie, c'est waouh, c'est ouais. c'est temporaire. Ah bon le mec Mais Ouais. il on a est prévu moins. de revenir. Ouais mais faut pas tout dire Corentin, faut pas tout dire. On est quand même en Ah mode oui, compétition là. Attends. ah oui, non, c'est vrai, mais bon. Le réalisme, c'est ça le plus important. Euh, du coup, juste, vous êtes combien, vous, au niveau de. Ouais, nous, là, actuellement, on est une quinzaine. Ouais. Et ça varie un peu selon les saisons, mais voilà, c'est à peu près équitable entre le nombre de personnes, entre la rédaction, les podcasts et le community management. Donc On est une quinzaine selon les voilà. forces de l'ordre, mais on est Et 1500 selon les syndicats. mais après les profils se complètent aussi, donc des fois on peut faire plusieurs choses à la fois, donc c'est ça qui est cool, quoi. Ouais, ouais, de manière, nous aussi, hein, chacun sa spécialité, chacun préfère, voilà. Il y en a qui Hmm, préfèrent tweeter, il y en a d'autres qui préfèrent écrire, il y en a d'autres c'est qui, enfin ça. voilà, il y a d'autres qui préfèrent monter des vidéos, du coup, ça là-dessus. Eh, Corentin, on s'est quand même planté. On rigolait de l'Australie, mais on a quand même la Malaisie. C'est vrai, c'est vrai. Oh, Jonathan, j'ai alors. failli oublier, Oh, Jonathan, allez-y, que carrément. j'appelle une fois par semaine. Ouah, Jonathan, désolé. On est worldwide. Donc ouais, on a un mec qui est parti en Malaisie. Il Ouais, travaillait, et donc lui, il fait beaucoup de rédaction et il fait quelques podcasts avec moi. Donc voilà, on le salue, Jonathan. Allez, messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Très rapidement, retour sur la purge notre purge, pas la vôtre, Majid, mais ah, ça notre arrive, purge de mardi. Oh, il y en a eu beaucoup, hein. Ah, c'est arrivé beaucoup de fois cette année. c'est vrai. La purge de mercredi dernier face à Crystal Palace. J'en ai débriefé avec Richard et avec Guillaume. Messieurs, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter entre nous, à part les quelques messages sur Discord. Euh, on s'en est remis de cette purge ou on est encore en colère? Moi, perso, je suis encore en colère. Mais bon, Corentin, Louis? Est-ce qu'on s'en est remis? Oui, quand même, parce que moi j'avais peut-être déjà l'esprit au match face pour mardi, mais bon, après c'était plus déçu de ouais, la prestation collective dans son ensemble. J'ai l'impression que les joueurs ils voulaient pas, ils ont essayé de gérer la seconde période alors que il Nous, on sait fallait pas pour gérer. moi cette saison on ne sait pas gérer. De toute façon, les statistiques le montrent, on a perdu beaucoup trop de points alors que on menait au score. Donc, ouais, le match contre Palace, je t'avoue que je l'ai très très vite oublié, moi, personnellement. Ok. Louis? Non, moi, je l'ai pas vite oublié. Euh, Non, non, mais comme Corentin l'a dit, oui, il y a quand même de la colère, de la déception parce que tu signes ton 13e match nul de la saison. Tu remets une fois de plus ta seconde place un peu en jeu parce que bah, derrière, tu as encore Liverpool à jouer, tu as Newcastle? encore Newcastle à jouer, Ouais. tu as City qui revient à 5 points, tu as Newcastle aussi qui carbure, etc. Donc j'ai vraiment le sentiment que la Ligue des Champions, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de notre seconde partie de saison. Parce qu'honnêtement, je ne sais, la dernière fois que j'ai dû prendre du plaisir à regarder Arsenal jouer en Première Ligue, c'est peut-être contre City au mois de février. Hmm. Mais depuis c'est pas terrible, quoi. Et oui, effectivement, je pense qu'on commet l'erreur, entre guillemets, de marquer très tôt, dès la 5e ou 6e minute. Et après, je sais pas, on aurait dit que les mecs, ils découvraient le football ou on a l'impression que c'était la première saison qu'ils jouaient ensemble. Donc, ouais, bon, on va dire que la tête, allez, pour se rassurer, on va dire La tête les était têtes étaient déjà à Paris, ouais. au match de Paris, ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. Tu remarqueras, Majid, on est, on est l'équipe pro Arsenal, mais en fait, on est des haters d'Arsenal, tu vois.
Ah ben c'est ça aussi, hein. Tu sais, quand on supporte un club, on l'aime, on le déteste, hein. C'est Non, très, non, Ouais, c'est C'est un peu c'est- on c'est une l'aime, relation toxique. on c'est une l'aime relation vraiment, toxique, mais exactement. on essaie toujours d'être très objectif dans l'analyse des Bien matchs, sûr, mais il faut. parce que sinon c'est pas marrant de dire ah dommage, voilà quoi. Euh, alors, messieurs, on va parler un peu de ce choc-là. On va essayer d'un peu de faire quelques comparaisons parce que les dynamiques, certaines dynamiques sont complètement contraires, d'autres sont assez ressemblantes. Euh, si on devait faire un petit point sur les deux équipes, allez, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Honneur aux invités. Paris qui est déjà champion depuis maintenant une semaine, je crois, 10 jours, Ouais. qui a 23 points ou 22 points d'avance au championnat, Mm. qui a écrasé ces championnats, qui jusqu'à hier a tenté de faire une Arsenal, mais qui bah, Nice est passé par là et grosse défaite. Et en plus de ça, à domicile, défaite Ouais, assez surprenante, même si ouais. moi personnellement je n'ai pas vu le match. Donc Majid, je compterai sur toi pour nous en parler un petit peu. Sachant que en plus de ça, sur ce match-là, ben, le coach il a pas fait de tournée du tout et je pense qu'il a aligné Mm. quasiment son 11 type qu'on verra mardi. Donc, je disais Paris champion de France, Paris encore engagé dans toutes les compétitions, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Même Coupe de Donc, France en Coupe finale. de France, Ligue des Champions, bien entendu. Et si on fait le pendant avec Arsenal, ben Arsenal ne joue plus rien depuis un bout de temps. Alors, même si mathématiquement, c'était pas fait, on avait fait une croix depuis un certain temps sur le championnat, tant Mm. les occasions manquées étaient légion, tant Le niveau le de jeu, tout niveau de jeu était simplement. pas du tout Mm. au rendez-vous. On parlait de 13e match nul de la saison, 18 points perdus en ayant mené au score. Voilà, c'est pas un bilan d'un champion d'Angleterre. Donc voilà, donc on avait depuis un certain temps tiré un trait sur le championnat, éliminé comme des merdes excusez-moi, mais en Carabao Cup face à Newcastle avec en match aller-retour deux défaites. Mm. Et on s'est fait complètement écraser sur les deux matchs, faut dire ce qui est. Alors qu'on avait probablement un premier titre à aller chercher et une autre dynamique certainement qui en aurait découlé. Ça fait combien Eli- de temps au niveau des titres que vous n'avez Wow, pas wow, wow, remporté? attends. Non, mais vraiment, T'attaques aussi, toi? Attention, ah là, il a là, c'est sorti le vraiment. fusil, ça y Ah là, est! ah là, là, c'est vraiment une vraie question. Vraiment pas Ça Non, dépend mais de quel au titre. final, ça fait pas si longtemps que ça, hein, Ça parce que dépend de quel titre tu parles, en fait. Ouais. En PL, ça fait très longtemps. Ouais, ouais, c'est longtemps, ouais, Bah, bah. mais 2003-2004. le dernier trophée en tant que tel, c'est la première année d'Arteta. C'est la FA Cup, première année Cup, ouais. d'Arteta, donc c'est 2020, si je dis pas de bêtises. Là, ça fait 5 ans là qu'il est là, ouais. Donc c'était 2020. Il est arrivé en décembre 2019, donc en mai 2020, FA Cup. Et après, que de la merde. Bah après, que de la merde, non. Il remonte le club, on fait deux fois deuxième derrière City, qui était probablement presque intouchable il y a 2 ans, Ouais, il y qu'on avait a c'est vrai touché du bout des doigts parce qu'on termine à 1,2. qu'il Mais y a la dynastie City qui fausse un peu, enfin qui fausse un peu, qui est arrivée et que malheureusement a tout pris, quoi. bah, tu sais, il y a 2 ans, on fait deuxième, on a 8 points d'avance à un moment donné au mois de mars, on a 8 points d'avance sur City. Alors, ils avaient des matchs en retard, etc. Mais on fait un 3-3 contre, à la maison en étant mené, je crois, 3-0. C'était contre Bournemouth, je crois, si je me trompe pas. Moi, il y a des choses que j'ai effacées, mais je me rappelle de ce match-là où on revient à 3-3. J'étais à Londres, c'était en 2023, en avril 2023, j'étais à Londres à ce moment-là. J'avais même quitté le pub complètement sous et dépité à 3-1, et le temps d'arriver à l'appartement, il était 3-3. Voilà. Donc, bien joué, Raoul. Donc, oui, non, mais les trophées nous manquent. Et cette année, la consistance nous manque. Et comme disait Louis un petit peu avant, la Ligue des Champions est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, je disais éliminé en Carabao Cup et éliminé au troisième tour, mais à notre entrée en FA Cup face à Manchester United, pardon, au tir au but, mais dans un match voilà, qui n'était pas vraiment joli à voir. Donc là, du coup, on est sur les dynamiques que moi j'appellerais les dynamiques opposées. Maintenant, il y a aussi des dynamiques pardon, parallèles, à savoir que, pour parler de Paris toujours, depuis votre victoire à l'aller face à Aston Villa, Majid, Ouais, défaite à Aston Villa, ouais. et franchement,
je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, j'ai regardé le match retour. Ouais, À un moment donné, j'ai un peu eu peur pour vous, quoi. J'ai vu les prolongations se c'est pointer. vrai. C'est vrai, Et moi sans aussi. un grand Donnarumma, ben, le 4-2 n'était vraiment pas loin, quoi. Bah, et en fait, on a énormément, pour le coup, que ce soit même, enfin voilà, depuis ces derniers matchs, là, c'est vrai qu'il y a énormément de suffisance. C'est vrai que contre Aston Villa, il y a eu un relâchement qui est, voilà, tu mènes 4 buts, tu mènes de 4 buts quand même au bout d'un moment. Tu reviens, il y a 2-1, puis après, tu te prends 2-2, puis 3-3, enfin bref, ça va vraiment super vite. Et c'est vrai que là-dessus, on a vraiment ressenti un vrai relâchement des joueurs, que ce soit psychologiquement, enfin même Ousmane Dembélé l'a dit lui-même, hein, c'est vraiment pas normal Il avait fait un de se coup de gueule relâcher à ce là-dessus, hein, ouais. niveau-là. Ouais, de se relâcher de se relâcher à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions et surtout en quart de finale, tu te loupais le cash, quoi. Ouais. Et en plus, à Aston Park, À Villa Park, ouais. Du coup, ouais. on a, après cette défaite à Aston Villa, petite victoire contre Le Havre à la maison 2-1, puis match nul à Nantes, puis défaite euh, contre Nice à domicile. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'effet demi-finale de Ligue des Champions ou toi, en tant que supporter, tu te dis, ouais, par rapport au match d'hier, que tu as certainement dû regarder, Mmh. Ouais. euh, tu l'analyses comment cette défaite-là, d'après toi? C'est vraiment de la suffisance? Il y a eu quoi? Parce que moi, j'ai regardé un résumé, j'ai regardé des émissions sportives en rentrant Ouais. hier soir. Visiblement, Nice, il tire 3 fois, il marque 3 fois, quoi. Et le Ouais, gardien c'est Nice fait ça, un c'est grand, ça en grand fait. match. Ouais, c'est ça en fait, c'est que Badja, ouais, c'est vrai que Boulka fait vraiment un super match, hein. Il fait 12 arrêts, on fait 31 tirs, ils en font 7. C'est vrai que la première mi-temps, pour le coup, au niveau du contenu, moi je l'ai trouvé vraiment super intéressante. J'ai retrouvé un peu le PSG surdominant, au niveau de la pression, au niveau de la possession, au niveau des permutations aussi. C'est vrai que non, vraiment là-dessus, j'ai trouvé un PSG intéressant, mais voilà, on s'en sort avec un 1 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, directement, on se prend un but, directement au début de la deuxième. Donc vraiment, enfin voilà, pour moi, ce score n'est pas du tout révélateur, même si malheureusement, voilà, derrière, on perd pas du coup la série d'invincibilité. Ça serait mal ça serait malheureusement je pense, beau pour la saison, mais voilà, Luis Enrique l'a rappelé en conférence de presse juste avant le match contre Nice, hein. Si vraiment, si vraiment c'est pour perdre contre Nice et se qualifier en finale, il signe tous les jours. Et moi Oui, aussi bah, d'ailleurs. Du coup, oui, bah, très, très, très donc logique, voilà, donc ouais. je pense un peu de suffisance et je pense ça va même avec, enfin voilà les équipes, les demi-finalistes, hein, simplement parce qu'on a vu même qu'Inter Milan a perdu 3-0 contre le Trois Milan jours contre AC. Milan, ouais. Ouais, donc je pense que c'est très, ouais, voilà, je pense que les demi-finales vraiment ça nécessite énormément de concentration, physique, psychologique et puis, que tous les yeux sont rivés sur la Ligue des Champions, hein, mais bon, on verra bien ce que ça donne, sur le Mais, match, quoi. mais tu parlais de suffisance en deuxième mi-temps, mais en termes de jeu, etc., de fluidité de jeu, ben, tu as retrouvé le Paris Saint-Germain que tu as l'habitude de connaître, ou il y avait Ouais, vraiment des... Parce que tu vois, nous, ce qu'on disait dans le débrief d'après-match face à Crystal Palace, c'est que en fait, jeunes, donc Richard, Guillaume et moi, on était unanimes pour dire qu'en fait, la meilleure façon de préparer une demi-finale face à Paris aurait quand même été d'avoir des bien sûr, automatismes, des certitudes et bien de sûr. retrouver un niveau de jeu, tu vois. Et nous, on a été Égal vraiment, comme on a nous. vraiment été éclatés, quoi. Mmh. Bah, nous, ce qui nous a manqué, C'est- c'est vraiment la finition. C'est vrai que, par exemple, Ousmane Dembélé, je l'ai pas retrouvé. C'est vrai que je le retrouve plus au niveau des buts. C'est vrai que ça fait 5 matchs qu'il a pas marqué, même s'il a été décisif, hier. D'ailleurs, il fait une super passe D à Fabien Ruiz. Il fait sa Ouais, passe D aussi contre Aston Villa aller-retour, mais c'est vrai qu'on le voit un peu moins au niveau du but. Il rate, enfin voilà, j'ai l'impression que ces vieux démons un peu, ils reviennent, là-dessus. J'ai vu franchement des frappes passer à côté et cetera. Ça m'a rappelé son début de saison. Mais oui, donc vraiment ça ils ont vraiment manqué, cruellement de finition. Maintenant, est-ce que c'est révélateur? Maintenant, est-ce que c'est alarmant? Je sais pas. Je pense pas qu'il faudrait même pour vous aussi, je pense contre Crystal Palace, hein, je pense pas qu'il faudrait faire ce constat-là, hein. C'est je sais vrai pas, que vous, voilà, Corentin et Louis, vous avez quoi à dire par rapport à ça, par rapport à l'inquiétude ou pas du match de mardi Par rapport à notre forme actuelle, tu veux dire? Ouais, ouais, Bah, c'est vrai que Euh, en fait, on ne sait pas trop s'il y a de la gestion dans la tête des joueurs au niveau physique, etc. Est-ce qu'il y a aussi la peur de se blesser par rapport à un match si important et décisif dans la saison des deux équipes qui arrivent?
Moi, je pense que après en Ligue 1, je sais pas comment ça se passe pour Paris, mais c'est vrai que nous, en Première Ligue, on affronte souvent des blocs très bas qui nous empêchent de faire le jeu. Crystal Palace, c'était pas tout à fait le cas, puisqu'ils nous ont quand même dominé dans certains aspects du jeu, donc c'était pas que la faute du fait qu'ils défendaient très bas. Mais Magid, je ne sais pas si toi, au niveau des équipes en Ligue 1, comment elles se comportent face à Paris défensivement? Bah, c'est vrai que là-dessus, nous, c'est vachement bloc bas, hein. C'est vrai que Ouais. là-dessus, on a énormément la possession. Bon, déjà, Mm. on a beaucoup la possession, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les équipes contre le Paris Saint-Germain, cette année, ils sont un peu résignés. Ils sont un peu, voilà, on essaye de faire quelque chose, etc. Là où Nice, franchement, hier, ils ont été courageux, ils ont manqué, enfin, ouais, enfin, ils ont fait preuve d'audace et pour le coup, ça a payé, hein, mais c'est vrai que cette saison, on a même les plus grosses équipes et nos plus gros rivales et concurrents, que ce soit Monaco ou Marseille. C'est vrai qu'au bout d'un moment, l'adversité est telle et le niveau technique est tel devant toi que bah, tu peux pas faire grand chose en fait finalement. Tu sais même pas si tu as même les ressources à rivaliser. Donc voilà, c'est vrai que nous, ouais, cette année, on a affronté la plupart du temps des blocs bas et des équipes très 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 résignées au niveau du score. Enfin voilà, on a l'impression qu'ils savent comment va finir le match, quoi. Des équipes qui viennent pour ne pas perdre déjà. Ouais. Et ça, C'est nous ça, aussi, c'est ça. on l'a beaucoup, beaucoup connu. Messieurs, rappelons également que Arsenal a déjà rencontré le Paris Saint-Germain cette saison. C'était lors de la deuxième journée de cette nouvelle formule un petit peu Ligue des Champions. C'était au mois de novembre, je crois, avec une victoire 2-0. Et du coup, je me suis un petit peu amusé. Président, tu remarqueras que j'ai un tout petit peu travaillé ce podcast-là. Je me suis amusé un petit peu à regarder quels étaient pardon, les compos des deux équipes pour savoir Ouais. un petit peu comment a évolué ou comment ont évolué ces deux équipes. Et je vous propose d'en parler dès à présent, messieurs. Alors, côté compo, on avait, allez, on va toujours commencer par l'invité. Côté parisien, il y avait Donnarumma au but, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi en défense. Vous évoluez en 4-3-3 avec 3-3, au ouais. milieu de terrain Neves, Derrière. Vitinha et Zahir Emery. Et devant, avait commencé Barcola, Lee et Doué. Dembélé était à l'époque, je pense, soit suspendu, soit blessé, mais je Non, crois qu'il était pas loin. Luis Enrique l'avait mis de côté en fait. C'était le fameux match où voilà, Luis Enrique avait pris la décision, à la surprise de tout le monde d'ailleurs, Oui, Ah de, oui, il est arrivé en de le retard, je mettre de crois. côté, Ouais. pour raison, bon, on sait pas trop au niveau pourquoi, enfin disciplinaire, pour quoi, quelle ouais. raison, mais pour une raison disciplinaire. Et d'ailleurs, Luis Enrique était revenu sur cet événement enfin quand Ousmane Dembélé marquait, et il a dit en conférence que c'était le meilleur choix qu'il ait pu faire pour Ousmane Dembélé parce que Pour ça a réveiller, provoqué en ouais. lui, ouais, ça l'a réveillé en lui. Voilà. Ok. Et côté Gunners, messieurs, on avait Raya au but, quelle surprise. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori. Alors on était dans un 4, C'était un 4-4-2. ouais, 4-5-1 pour moi parce qu'il y avait Havertz ou Trossard il y avait toujours un des deux qui redescendait. On avait Saka à droite, Partey, Rice, donc en double pivot, Martinelli à gauche et Havertz, Trossard qui d'après, ouais, moi j'étais plus en, alors c'était annoncé comme un 4-4-2, mais on n'a jamais vraiment attaqué à deux attaquants. Euh, Côté parisien, Majid, quel est ton meilleur système? Majid System. Je l'attendais, je sais pas pourquoi je l'attendais celle-là. Attends, il y a le Majid Mike encore, mais je sais pas comment le placer. Franchement, bonne chance pour Magic Ouais, Mike. ça va être compliqué. Sachant que j'ai regardé un petit peu aussi Majid la compo sur contre Aston Villa, où Mhm. là, on va dire que c'était le 11 titulaire de base. Il y a juste Zahir Emery qui a été mis sur le banc. Ouais, Moi, j'adorais ce depuis, joueur, mais franchement, ça fait quelques temps maintenant qu'il est sur le banc, depuis qu'il s'est blessé, je crois, hein, d'ailleurs. Hein. depuis que c'est blessé, c'est ça, hein, Ouais. depuis janvier. Et puis, t'as la montée en puissance de Fabien Ruiz aussi, qui je pense qui a fait pencher la balance sur Zaire Emery. Très Mais improbable cette montée en donc, puissance, mais ouais, effectivement, où il y a eu le ouais, recrutement de Gvara ouais, à depuis. droite, Dembélé en pointe, et donc Il y a du eu la coup, montée en puissance de Désiré Doué parce que à l'époque, enfin, contre Arsenal, c'était son premier match titulaire en Ligue des Champions. On l'avait trouvé un peu ouais, timide là-dessus. Là où aujourd'hui, il est waouh au niveau de l'audace, au niveau
Et même balle au pied, il fait énormément de différence, hein. D'après toi, aujourd'hui, Doué, il est au-dessus de Barcola? Ouais, je Ouais. pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'audace, et même je pense que ça s'est ressenti sur les performances de Barcola, hein. C'est vrai qu'il a dû voir aussi, enfin, il a certainement dû voir la montée en puissance de Désiré Doué comme nous, mais c'est vrai que même si je trouve que c'est différent, dans le sens où Barcola, voilà, il va être intéressant contre des équipes avec qui évoluent en bloc haut, en contre-attaque, du coup, comme ça a été au Villa au match retour. Là, il est vraiment intéressant, ou Liverpool d'ailleurs au match retour. Il est intéressant Barcola parce que c'est un bouffeur d'espace, hein. Donc voilà, tu mets un ballon en contre, tu mets un ballon en profondeur, directement il va prendre l'espace. Là où Désiré Doué, lui, il est très fort dans les petits espaces, techniquement, etc., qu'on ne débloque pas, du coup, il fait plus de différence que Barcola. Et moi, ce qui m'intéresserait, Majid, c'est d'avoir ta vision des choses sur qu'est-ce qui a fait que le PSG soit monté en... Parce que vous avez vécu une phase de championnat en Ligue des Champions très compliquée. Rappelons-le que vous vous qualifiez en étant barragiste. Euh, Et à peu, hein, parce que enfin, pour le rappeler, hein, contre Manchester City, t'es mené 2-0, à ce moment-là, t'es éliminé à la Ligue des Champions. ouais. Donc c'est vrai qu'on est 26e à ce moment-là, voilà, on est vraiment passé à peu de la catastrophe, ça c'est sûr. Et toi qui suis le Paris Saint-Germain week-end après week-end, d'après toi, c'est quoi les étapes clés de la montée en puissance? Parce que moi, très honnêtement, je vais te le dire ce que j'avais dit au moment du débrief de ce match-là, Mm. où la plupart, je sais plus avec qui j'avais débriefé, je crois que t'étais Corentin, t'étais avec moi, il me semble, non, dans ce match de Paris, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais dit dans le débrief de match que, alors oui, on prenait 3 points dans cette nouvelle formule et que c'était très bien, mais que moi, j'avais pas trouvé Paris super impressionnant et Ouais, que c'est pas le Paris Saint-Germain auquel je m'attendais et que j'avais même dit que c'était un Paris Saint-Germain un peu éclaté à l'époque, ouais. Mm. tant c'était pas pour moi l'équipe, on n'avait pas joué l'équipe qui était une prétendante à remporter cette Ligue des Champions. Donc il y a eu très clairement une montée en puissance, même si ce match-là, il y a une stat que j'ai retrouvée qui est assez folle, j'ai pas souvenir là, mais la possession de balle, on était à 65% de possession pour Paris Ouais, lors de Ouais, ouais, ce match-là. mais j'ai préparé très, le match comme quoi, Raoul, et effectivement, c'est la première stat qui m'a sauté aux yeux, c'est la position de Pouah, balle pour Paris, qui ça c'était était très bosse, ça fertile, bosse, énorme. hein. ça Ouais, bosse mais chez c'était Arsenal très French fertile, Club. hein. C'était très fertile. C'est vrai que bah, on avait d'ailleurs ce match-là, on a eu le plus bas du côté PSG, on a eu le plus bas taux de tir cadré. Donc c'était 2 de 20%, la ouais. saison. Ouais. Alors que tu as 65% de possession. Du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait vraiment une possession très stérile, très endormant, et je pense que ça a arrangé d'ailleurs, Mm. de souvenir, ça a arrangé Arsenal parce qu'il menait au score à ce moment-là. Donc, je pense que vous, de votre côté, vous avez laissé le ballon à Paris, et Paris, ben voilà, n'ont pas pu Ouais. faire la différence offensivement, quoi. Parce que moi, Puis avec Tanguy, avec Désiré Doué qui est jeune, c'était Mm. vraiment un autre visage du PSG à ce moment-là, totalement différent, Moi, quoi. le souvenir que j'ai de ce match, c'est vraiment que vous auriez pu jouer très très longtemps sans Ouais, sans marquer aucun marquer, but, quoi. Voilà. mais bien sûr, c'était terrible. Ouais, je me souviens très Donnarumma bien. vous a pas trop aidé aussi sur. Ouais, ça Ouais, j'allais y venir parce que le premier but d'Avert, la sortie de Normois, elle est dégueulasse. Même mm. sur le coup franc de Saka, tu vois. Oui, aussi, oui, oui, c'est Bon, vrai. c'est dévié devant lui, mais bon, c'est. Je pense Et qu'il comme j'ai pas l'habitude de critiquer les gardiens, Corentin, tu vois, c'est. faut que je t'interdis de critiquer les gardiens. Ouais. Ouais, du coup, Madi, je reviens vers toi. Comment t'expliques cette montée en puissance par rapport... Alors, est-ce que c'est un autre système de jeu? Est-ce que c'est une éclosion de certains Mm. joueurs? Est-ce que c'est la patte du coach, même s'il était déjà là l'année dernière? Tu l'expliques comment, toi, cette montée en puissance? Je pense que cette montée en puissance, ça s'explique de différentes manières. Déjà, je pense sincèrement que le match contre Manchester City, le fameux 4-2 là, c'est un match vraiment pionnier, vraiment, c'est un match fondateur à ce niveau-là de la saison parce que ça retourne complètement l'équipe psychologiquement. C'est vrai que là-dessus, on a senti une prise de confiance d'énormément de joueurs. Euh, et voilà, en fait, il y a plusieurs facteurs. Donc, on a cette prise de confiance qui vient après ce match-là. euh, je m'en souviens hein, vraiment, après ce match-là, on enchaîne après les matchs Lyon, Monaco, etc. Et c'est vraiment pendant peut-être
5-6 semaines, c'est peut-être 4 buts par semaine, quoi. C'est vraiment, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et c'est vrai que City, ça a été un match un peu fondateur. Ensuite, tu as l'éclosion de certains joueurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que par exemple, Désiré Doué, là où son début de saison, il était très timide, voilà, il était, c'était vraiment totalement différent. C'était vraiment pas du tout le Désiré Doué qu'on connaît aujourd'hui, que l'Europe d'ailleurs connaît aujourd'hui. C'est vrai que quand tu vois ses performances en Ligue des Champions, ses rentrées contre Liverpool, etc. Enfin bref, il s'est révélé aux yeux de l'Europe. Et puis ensuite, tu as aussi voilà, le collectif qui s'est bien huilé. C'est vrai que Luis Enrique, je pense que là-dessus, il a agi euh, positivement, psychologiquement sur son groupe. On en a parlé tout à l'heure aussi, hein, mais par exemple, la suspension d'Ousmane Dembélé, je pense que ça a été un vrai déclic pour Ousmane Dembélé. Ensuite, il a directement enchaîné énormément de matchs, à mettre des triplés, des doublés. Enfin, même lui de son côté, voilà, quand l'équipe, quand ton buteur, d'ailleurs, c'est vrai que là-dessus aussi il faut souligner, mais quand je dis qu'il y a eu plusieurs éléments clés qui ont fait que le Paris Saint-Germain est devenu, enfin, le Paris Saint-Germain qu'on connaît aujourd'hui, on a aussi le remplacement d'Ousmane Dembélé en numéro 9. Ça, c'est une idée de Luis Enrique. Euh, on a aussi le recrutement d'Ogbar Asrelia, Ouais, le qui bon a mercato non, d'hiver aussi. Mais tu ouais, vois, moi, le ça m'a mercato étonné. d'hiver. Ça m'a étonné parce que je me suis dit, bah, en fait, on peut acheter des joueurs l'hiver. Tu vois, je me suis dit, bah, je suis étonné. Tu vois, Ouais, ça m'a étonné. c'est vrai, non mais Je dis, tiens, voilà, tu te il y recrutes, a un mercato au mois de janvier. Je dis, ah, ok. tu recrutes pour 70 millions Kvaratskhelia au mercato d'hiver. Là-dessus aussi, je pense, ça les a boostés un petit peu, même si c'était très fort, hein, même si c'était très fort juste avant son arrivée. Mais voilà, ça a permis de faire tourner, ça a permis de replacer du coup Ousmane Dembélé en position numéro 9. Ouais, Et puis voilà, le profil, il est Enrique compatible en plus. C'est vraiment ce que totalement, il totalement, peut jouer à totalement, gauche, à droite, il peut jouer dans l'axe, to- etc. Donc ouais, c'était vraiment ouais, je pense que c'est une super totalement, recrue. Pourtant, les mercatos totalement. d'hiver sont compliqués, mais là, c'était vraiment une super recrue, ouais. Totalement, totalement. Et en plus, Kvaratskhelia, il s'est directement bien adapté à l'effectif, au groupe, alors que l'équipe tournait bien sans lui. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des efforts, au niveau des. Waouh, et il balle au pied, le mec, c'est extraordinaire. Sincèrement, je sais pas si vous avez vu jouer ou. Je sais pas si vous avez. Vraiment, Ouais. il Ouais, non balle au pied, mais c'est un balleur, mais Ouais, ouais. il fait des contrôles, s'il est un peu. Voilà, tu sens qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe, il y a un éclair, il y a un. Combien Ah, vous je sais l'avez pas, payé? la 70 qualité de millions. frappe, elle est folle. 70 millions. 70 millions. Ouais. Et tu as recruté Kolo Muani, 90 millions il y a des enfants. Waouh, il faut se La mouiller la comparaison, nuque, elle hein, est dure, hein. franchement. T'as Comment? dit quoi, Corentin? La comparaison, elle est dure, hein. À la Ouais. comparaison de jeu, mais c'est vraiment financière, elle est vraiment totalement financière. Et c'est vrai qu'il faut se mouiller la nuque, hein, franchement. Bon, Ah, mais voilà, moi, tu c'est vois, vrai. moi, les mecs, les clubs qui lâchent 90 millions pour recruter Kolo Muani, alors que nous, on est tellement intelligents et on recrute Sterling en prenant 30% de son salaire. Nous, on est des magiciens, tu vois, à ce niveau-là. Tu vois, tu vois la vraie différence, tu vois? Comment devenir invincible ou pas? Tu vois, ça, C'est vrai. Non, Euh, et puis aussi, ce déclic-là aussi s'explique à la finition. C'est vrai qu'au niveau du contenu, bon, même si contre Arsenal, c'est le pire exemple. Hein. Vraiment, j'ai une autre stat aussi qui dit qu'on a récupéré le moins de ballons de la saison en Ligue des Champions contre vous à ce moment-là. Alors que, donc voilà, et c'était d'ailleurs le taux le plus faible depuis novembre 2021 contre Manchester City. Donc c'est vrai que vous avez totalement déjoué le pressing du Paris Saint-Germain à ce moment-là. Enfin bref, voilà, vraiment, c'est vrai que pour le coup, le match contre vous, on a tellement senti un sentiment d'impuissance. Et comme tu l'as dit, Corentin, c'est vrai que le match aurait pu durer 200 minutes. Pendant les 200 minutes, on n'aurait pas marqué. Donc voilà. Et puis bon, je pense qu'au niveau, il y a quelque chose aussi qui s'est réglé au niveau de la finition, comme je l'ai dit, au niveau du mercato d'hiver, du coup, et au niveau de, voilà, d'un collectif bien huilé. Et surtout, je pense que Luis Enrique a pris les choses en main. Et là où il y avait, enfin voilà, faut pas, enfin, sans revenir sur les tensions un peu du club interne, mais là où il y avait un petit peu, je pense, des tensions, des doutes au niveau de Luis Enrique, il a mis tout le monde d'accord à partir de janvier, quoi. Ouais. Très bonne analyse, Madine, merci beaucoup. J'aimerais, avant de faire l'exercice inverse, avoir l'avis de Corentin et de Louis, même si
je suppose que vous n'êtes pas des grands fans de la Ligue 1 ou que vous regardez peu de matchs, mais on les a vus évoluer et grandir en Ligue des Champions. Là, je parle toujours du Paris Saint-Germain. Euh, Déjà, est-ce que vous étiez d'accord avec mon analyse, je m'en souviens plus, sur le fait d'avoir qu'on ait battu un PSG, alors peut-être pas éclaté, mais en tout cas convalescent ou en construction. Et quelle image aujourd'hui vous avez de ce Paris Saint-Germain de avril 2025? Bah, je pense on a tous, nous en tant que supporters d'Arsenal en tout cas, je pense que la majorité ont assez de recul pour admettre que le match sera totalement différent par rapport à notre victoire en phase de poule, parce que les deux équipes ont grandement évolué, autant le Paris Saint-Germain que nous d'ailleurs, parce que je pense qu'on a eu des joueurs qui sont montés en puissance et qu'on n'avait pas aussi à l'époque où on a battu le Paris Saint-Germain. Je pense à notamment Miles Lewis Kelly, qui a vraiment explosé depuis quelques mois. Et moi, comment je vois Paris, ben, c'est vrai que cette année, depuis le mois de janvier, c'est vraiment une équipe qui, moi, personnellement, m'a vraiment impressionné, notamment en Ligue des Champions, où je trouve qu'il y a une vraie force collective et offensive euh, que j'avais peut-être. En fait, c'est marrant, mais le PSG de Messi, Neymar, Mbappé me faisait peut-être un peu moins peur que le PSG actuel. Parce que je trouve que vous avez trouvé vraiment une identité de jeu et un milieu solidaire. Et vraiment, moi, d'un point de vue extérieur, sans forcément regarder tous les matchs de Paris, je sens qu'il y a une vraie force collective dans le groupe. Je pense que c'est grâce à Luis Enrique aussi qui a su vraiment concocter l'effectif le plus, on va dire, le plus fluide possible. Et ouais, je pense que ça va être un très gros combat tactique mardi, que ce soit aller comme retour d'ailleurs. Et ouais, moi je pense que Paris, je pense que c'est vraiment l'équipe que moi personnellement je voulais pas tomber avant la finale quoi. Donc je pense que il y a Paris a un vrai potentiel d'aller au bout cette année comme nous quoi. Mm, mm. Ouais. Louis? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Corentin. C'est même fou de se dire qu'au final, le Paris qui a joué à Arsenal là il y a quelques mois et le Paris qu'on va jouer là dans quelques jours, bah en fait c'est le Paris d'une seule et même saison. On a même l'impression que c'est on joue un Paris Vraiment. qui est Ouais, c'est vrai. deux, trois saisons d'évolution, alors qu'au final non, il y a juste 6 mois d'évolution. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, faut rendre hommage à Luis Enrique. Il disait souvent en début de saison que il creuse pour trouver la bonne animation. Et au final, bah, il faut lui rendre hommage parce il est resté debout contre vents et marées un petit peu, parce qu'il y a quelques mois, c'était compliqué. Et au final, il a trouvé la bonne recette et on voit que ça cartonne bien. Comme disait Corentin, c'est vrai que individuellement, peut-être que le PSG de Mbappé, Neymar, Messi, alors, ok, sur le papier, individuellement, c'était peut-être le très très haut niveau, mais collectivement, il manquait quelque chose. Et je fais le parallèle avec le Real aussi qu'on a joué là en quart de finale. C'est sûr qu'à chaque fois, on disait oui, mais on a Mbappé, Vinicius et Ah. Rodrigo, mais au final, la force collective du Real n'était pas là. Alors que là, on va jouer une équipe qui finalement un peu nous ressemble en termes de construction de philosophie. C'est-à-dire que c'est Luis Enrique qui met en avant plutôt l'aspect collectif que l'aspect individuel, un peu comme Arteta au final. Donc ouais, je trouve que ça va être un match super intéressant. Comme l'a dit Corentin, tactiquement, ça va être bah, l'école barcelonaise. Hein, donc forcément, la tactique va énormément jouer, va énormément imprégner le match. Les deux équipes ont leurs défauts, Arsenal comme Paris. Donc Mm. Paris va avoir des failles exploitées du côté d'Arsenal. Nous, on va avoir des failles exploitées côté Paris Saint-Germain, mais ça va être intéressant de voir si les plans de jeu vont être différents du match de poule ou si on se dirige vers quelque chose de radicalement différent. Ouais, deuxième demi-finale d'ailleurs consécutive pour Paris en Ligue des Mm. Champions, éliminé l'année dernière Contre Dortmund. face à Dortmund. Deux Ouais. défaites d'ailleurs, match aller-retour, deux défaites Mm. 1-0 si je me trompe pas. C'est ça. Euh, et ce qui est ce qui est toujours assez drôle, bah, drôle j'en sais rien, mais c'est que ce pari-là devient plaisant sans star en fait. Il y a Mm, eu mm. l'épisode Mbappé que tout le monde connaît.
qui dit qu'il part du PSG pour enfin gagner des titres au Real et qui se fait éclater par Arsenal. Je trouve ça voilà, d'une Mais je pense, drôlitude absolue. Et ouais, très honnêtement, bah, mon cœur est forcément pour Arsenal, mais je trouverais ça, si on devait être éliminé, et je touche du bois pour que ça n'arrive pas, bien entendu, mais ça serait tellement drôle dans l'histoire que Paris gagne sa première Ligue des Champions l'année où Mbappé se casse, quoi. Je trouve que, voilà. waouh. Il y aurait une Non, sorte le de mec, mot, waouh. Ouais. moi, il y aurait, pour moi, il y aurait une sorte de morale, tu vois, où Ah, finalement, totalement, je, totalement. et moi, je le dis toujours dans tous les épisodes de Coup de Canon on a fait, ça doit être le 77e que l'on fait d'ailleurs depuis la reprise, depuis le mois de juillet, euh, c'est que quand tu as une star, c'est jamais bon. La star doit être l'équipe. Et ça, c'est quand même ce que l'on retrouve, même si on a des individualités, bien entendu. Chez nous aussi, on a nos starboys, hein, Saka de l'académie, Bien sûr, il en faut des de toute jeunes. manière, je pense, des individualités, Bien il en sûr. faut Mais pour c'est faire la des différence. stars qui se mettent au diapason de l'équipe. Et au service du collectif, ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, tu vois, l'année dernière, je pense que c'est aussi ce qui a manqué à Paris, notamment, ce manque d'humilité de certains joueurs et le Mm, fait que Mbappé se casse, pour vous, moi j'ai toujours dit que c'est une bonne chose, quoi. mm, Et mm, d'ailleurs, mm. on a vu que ça a coïncidé aussi avec des moins bonnes performances en équipe de France, sa mise à l'écart de l'équipe de France Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je sais pas si toi, t'as été déçu quand il est parti ou pas, ou si tu te dis, putain, on est en régression ou pas. Bien sûr, mais Je sais pas comment les supporters de Paris l'ont vécu. Mais moi, j'ai trouvé ça ah, tellement bien pour Paris, tu vois. bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'on avait, vous l'avez souligné, hein, c'est vrai qu'on avait vraiment à l'époque un PSG, voilà, Messi, Neymar, Mbappé, c'était clinquant, c'était beau, mais est-ce que finalement c'était collectif? Absolument pas. Déjà, ça ne pouvait absolument pas jouer ensemble. Mais là où le PSG se démarque et là où il y a une grosse différence, et là, en plus, on est beaucoup plus plaisant à avoir joué aujourd'hui, c'est au niveau des efforts collectifs. Je trouve que c'est une équipe vraiment qui est super généreuse, qui est jeune, qui voilà, se donne. On n'a plus cette affaire d'ego, de moi, je veux marquer, moi. Non, non. On a vraiment une équipe qui est au service du collectif. Et ça, là-dessus, encore, faut vraiment mettre en avant Luis Enrique et son travail incroyable au niveau de la constitution du groupe, hein. Mais et voilà, c'est ce qui donne le PSG qu'on connaît d'aujourd'hui, ce PSG vraiment super beau à avoir joué, etc. Maintenant, Luis Enrique l'année dernière l'avait dit, l'avait souligné, beaucoup de médias l'avaient révélé d'ailleurs. euh, il avait un peu pré-shot le fait qu'on soit meilleur cette saison que la Hmm. saison dernière. Et il l'avait expliqué tout simplement, hein, il avait dit, mais vous en faites pas, si un joueur qui met 40 buts par saison part, on va le remplacer avec des joueurs qui mettent 15 buts chacun. Et Hmm. c'est le cas pour le coup, en fait. Finalement, on a une équipe qui ne dépend plus d'un joueur, on a une équipe qui joue juste son football collectif avec des efforts, avec l'envie de jouer ensemble. Puis on sent aussi un vestiaire qui est libéré. Parce que Totalement, la totalement. dernière saison de Mbappé, alors oui, ok, il y avait des stats, mais alors sur le terrain, des fois, ça fonctionnait moins, mais aussi en dehors du terrain où c'était un peu compliqué. On Et c'est sentait que compliqué, c'est ça, c'est ça. il se passait beaucoup de choses en dehors du terrain. Et là, on a vraiment le sentiment d'avoir une équipe qui est libérée Joue le mentalement. football et rien d'autre. Ouais, c'était une équipe qui jouait que pour Mbappé sur sa dernière saison, et là, on a une équipe qui joue pas pour tout le monde. Et ça, vraiment, bah, c'est très plaisant à voir jouer. Et, Franchement, et en plus, voilà, le problème d'Mbappé et des stars, enfin un peu voilà, de Messi à l'époque quand il était venu, etc. C'est au niveau des efforts défensifs. Aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus possible d'avoir des joueurs qui ne courent pas en Ligue des Champions. On l'a vu, on le voit parmi les demi-finalistes aujourd'hui, hein. La plupart, que ce soit l'Inter, que ce soit le Barça, que ce soit l'Arsenal, le PSG, c'est une équipe qui défend à 11 et qui attaque à 11 avant tout. Là où ça faisait défaut avec Mbappé, on l'a vu avec le Real Madrid contre vous finalement. Ouais. Mm. Quand tu as Vinicius, quand tu as Mbappé qui ne court pas, finalement tu vois directement la différence. Et en Ligue des Champions, bah, tu le payes cash. Tu peux Mm. plus, Ah, tu tu peux peux. plus jouer à 8 et essayer Impossible. de croire et peut-être que Mbappé va nous libérer, peut-être. Voilà, c'est plus possible aussi aujourd'hui dans le football, je pense. C'est ce que je voulais souligner aussi, c'est que on aime indirectement, on aime les équipes travailleuses, collectives et les joueurs qui défendent à 11. Et c'est vrai que le Real, on l'a vu contre nous, ça peut pas marcher en fait C'est une à catastrophe. ce niveau-là de la compétition quand on arrive en quart de finale. C'est plus possible maintenant en 2025 d'avoir des matchs à très haut niveau où les attaquants ne défendent pas quoi. Donc ça a été souvent le cas avec Mbappé.
qui bizarrement en fait ne fait pas ça en équipe de France où je m'en souviens moi à l'époque où il a commencé c'était il défendait énormément pour l'équipe. Après c'est un contexte différent. Mm. Mais, je pense à Vinicius aussi, Messi quand il était chez vous. Ah, Parce- c'était catastrophique. Ah ouais. Ah, Je Messi, pense que Messi, dans les C'est plus Neymar et possible en fait. Mbappé, impossible, défensif, tu peux mais pas. même sa dernière saison avec Barcelone, Barcelone s'arrangeait pour que Messi marche le plus possible. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est plus, ça marche plus, En quoi. fait, je pense que dans le football d'aujourd'hui, où les identités sont mises en avant, où les entraîneurs sont mis en avant aussi, Ouais, voilà, on le voit, hein, les Hansi Flick, Arteta, Luis Enrique, voilà, c'est ces entraîneurs qui promuent vraiment ces efforts-là. Et Mbappé, non, enfin, pour moi, c'est plus possible dans le football moderne d'aujourd'hui où c'est le football d'intensité qui prime, quoi. ouais, Ah, je suis assez content de voir qu'on a tous le même point de vue par rapport à ça. On va juste faire la même démarche avec l'ancienne compo d'Arsenal, celle attendue mardi. Et après, on viendra sur les forces et les faiblesses des deux équipes et sur éventuellement quels pourraient être les points clés du match aller. Côté Arsenal, donc je l'avais dit, on avait Raya au but, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Saka, Partey, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard. Depuis, le 11 de départ a bien changé. La faute aussi à pas mal de grosses blessures, puisque tu as dû suivre ça de très loin, Majid. Mais l'une des raisons à peut-être un manque de régularité chez nous cette saison aura été un nombre Les incalculable blessures. de blessures. mm, Nous, on a créé un centre d'entraînement et à côté, on a créé un hôpital. C'est- Mais c'est- pour le coup, Paris, c'est totalement pas ça en fait. Ah ouais, C'est vrai que clairement, pour ouais. le coup, au niveau des blessures, le PSG, bah, ils sont totalement épargnés cette saison, alors que saison dernière ou les saisons ouais. d'avant, c'était vraiment de plus grands défauts, quoi. Bah, vous avez eu qui, vous, en blessé durant la saison? Vous avez eu Zahir Emery. Je crois Et il y Marquinhos avait un a été un moment, peu blessé, mais pas ouais, un énormément. peu, mais c'est vraiment, c'est même pas à Mais long terme, c'est pas vraiment. des blessures de longue date, alors que nous, on peut le Ouais, c'est des rappeler, hein, petites pour ceux blessures qui nous musculaires, ouais, écoutent. On a Tomiyasu qui est blessé depuis Oh. 3 ans et qui est encore blessé pendant 3 ans. On a on a Gabriel qui est out pour la saison. On a Calafiori qui est blessé, qui revient, qui est blessé, qui revient, qui est blessé, qui revient. On a Havertz qui s'est blessé longuement, même si visiblement il travaille d'arrache-pied et il serait capable de revenir avant la fin de saison, alors que c'était clairement pas envisageable il y a de ça encore 1 ou 2 mois. On a Saka qui s'est pété très longuement aussi. Eudegaard, ouais. qui était pas présent d'ailleurs, on va Dire en qu'il était pas parler au présent, match aller. ouais, c'est vrai. Donc ouais, ça pique quand même, tu vois, quand et puis c'est pas des joueurs de banc qui sont blessés, c'est des vrais titulaires, tu vois. Donc voilà. Et du coup, dans cette compo, moi je me suis noté que mardi, on ne verra pas Gabriel, on ne verra probablement pas Calafiori. Partey est suspendu et ça, je vais le mettre dans mon troisième sujet de la journée qui va être les points clés du match, l'absence de Partey forcément, et Havertz qui était buteur en phase de poule ou en mini-championnat de la Ligue des Champions. Du coup, Majid, je m'adresse à toi dans un premier temps, puisque tu me disais au téléphone hier que en fait Arsenal, c'est l'équipe que tu aimes bien. Ouais, totalement, ouais, ouais, c'est vrai que. Et je t'annonce que dans 2 semaines, tu vas être supporter d'Arsenal. Je suis pas là encore. Tu Non, mettras ton franchement, adresse, on t'enverra un maillot. avec plaisir. Non, franchement, moi, par exemple, la double confrontation contre le Real Madrid, mais je l'ai trouvée super plaisante. Mm. J'ai trouvé une équipe qui bossait. Voilà, c'est ce qu'on disait en fait. C'est une équipe de football. On se dise, voilà, en plus, les deux coups francs de Rice sont extraordinaires. Franchement, c'est des moments comme ça que voilà, je me rappelle pourquoi j'aime le football et pourquoi ce football, ce sport voilà, le Nous mec, il a jamais passionne et nous marqué. prend au trip, ouais, C'est finalement, ouais. fou. Le mec Ah n'a ouais. jamais marqué de coup franc de sa carrière. Il en plante deux contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Faut s'en rendre compte quand même du mec dans quel état, dans quelle transcendance ou je ne sais quoi il était ce soir. Parce que Ah, c'était exceptionnel, ouais. c'est juste dinguissime. Donc ouais, moi de mon côté, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à vous regarder. Voilà, ouais, de toute façon, je pense que c'est toujours des équipes. C'est plaisant en fait. Tu sais très bien, voilà, quand je vois le but de Saka au match retour, quand voilà, t'as une vraie identité, collectivement, c'est beau, c'est voilà.
le football et le football récompense. Et le football, des fois, est parfois très simple. C'est-à-dire, faut bien défendre et puis après avoir des automatismes et des systèmes de jeu. Là Et où le là, je Real Madrid, trouve, ouais, et là où le juste, Real Madrid, justement, on ne respecte pas forcément toujours ces basiques-là. Et là où je retrouve, ben, je pense qu'on va retrouver deux équipes mardi qui ont quand même pas mal de similitudes par rapport à ça. Des équipes qui ouais. défendent très bien, des individualités peut-être au-dessus du lot pour la plupart d'entre elles. Euh, Corentin, Louis, l'évolution d'Arsenal depuis ce match contre Paris en novembre, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai l'impression qu'on a vécu, on a Trois vécu, saisons entre. j'ai l'impression qu'on a vécu ouais, 5 vies différentes depuis ce match-là. Bah, déjà, il y a eu la blessure de Saka, en fait, qui nous a énormément impacté offensivement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Saka, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Tellement il était impactant, que ce soit au niveau des passes décisives ou au niveau du danger créé dans la surface. C'était vraiment notre atout majeur numéro un offensivement. Donc, dès qu'il s'est blessé, on s'est vite rendu compte que c'était très compliqué. Ensuite, on a eu la blessure d'Havertz. Donc on a perdu un peu notre point d'appui dans la surface et notre repère sur nos différents schémas offensifs. Donc en fait, quand on a perdu ces deux joueurs-là, au final, pas au même moment, mais Havertz, ça a été plus un ou deux, ouais, 2 mois après Saka. Mais quand on les a perdus, quand on les avait plus les deux simultanément, ben, ça a été très compliqué. On a dû bricoler avec Merino en numéro 9 qui au final ne va certainement même pas être Pas joué en numéro 9 pas mardi, jouer en ouais. numéro 9 contre Paris. Donc en fait, la saison est faite de bricolage et de, ouais, d'anticipation et de bricolage, ouais. Et c'est pas que la faute aux blessures, hein. On l'a déjà dit plusieurs fois dans les Oui, podcasts. oui, bien sûr. Notre très mauvaise gestion des deux mercatos. On aura le temps d'en reparler, mais on l'a déjà dit dans le bilan mi-saison. C'est pas que de la faute aux blessures. Mais ouais, l'évolution d'Arsenal depuis ce match-là, je pense qu'on a quand même réussi à. On a complètement lâché dans la course au titre, mais on a réussi tant bien que mal à survivre pour la course à la deuxième place en Première Ligue, même si ça n'a pas été joli. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs, c'est pas fini. Mais ouais, ouais, l'évolution. Bah, c'est une saison très très longue à ce niveau-là Et en pour fait, nous, hein. C'est ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on a, de l'autre côté, en fait, vécu des émotions complètement folles. Je pense au match contre Manchester City, où on les explose 5 buts à 1. Et je pense que ça a été une véritable libération pour le peuple de l'Emirates, parce que on a vécu tellement d'humiliation face à cette équipe qu'on l'a vécu comme un truc de fou. Le match aller face au PSV, où pareil, on les explose 7 buts à 1. La double confrontation face au Real Madrid. Et en fait, tu as ces matchs-là qui sont en fait qui te marquent vraiment une saison. Donc c'est un peu le balancier entre les matchs très compliqués qu'on a eu offensivement et ces matchs-là où on a brillé sur la scène européenne. Donc on a un peu tout vécu cette saison et moi des fois j'ai hâte qu'elle se termine, mais je me suis dit, ah, clairement, ouais, ouais. Mais on va se faire chier à juillet août après. je me dis quand même que la double confrontation là, face au PSG, ça valait peut-être le coup au final de s'offrir à ce point-là pour vivre ce genre de moment, quoi. Louis? Ouais, bah comme Corentin l'a dit, tu démarres la saison avec l'un des effectifs les plus courts de Première Ligue. Ouais. Tu fais le pari d'avoir un effectif polyvalent pour compenser des blessures éventuelles. Au final, on a tellement de blessures que ça devient compliqué de compenser semaine après semaine. Donc oui, effectivement, on met Merino en pointe, un Trossard qui joue 10, 10 et demi, etc. Donc ça a permis l'émergence, on va dire, entre guillemets, de petits jeunes du centre de formation, Maestro Iskewi et Nwaneri. Parce que je pense que si on avait un effectif plus fourni, est-ce qu'ils auraient percé à ce point-là? Bah, la question que se pose et le doute est permis. Après, voilà, oui, effectivement, c'est la Ligue des Champions et la Première Ligue. On a le sentiment d'avoir vécu deux univers parallèles parce qu'il y a aussi le match contre le Sporting où le Sporting quand même roulait un peu sur tout le monde au moment où on les joue et on leur met je sais plus combien. D'accord, ouais. 5-0 ou D'accord. comme Ouais, ça. Ouais. ouais, Ils venaient voilà, c'est ils ça. venaient de perdre leur coach aussi.
Les salaires Ouais, sont. mais il venait de gagner Qui lui contre allait City se en Ligue des perdre à Champions Manchester. direct. Mais après, tu vois, je pense que l'enseignement qu'on pourra se dire à la fin de saison, c'est qu'on peut quand même avoir confiance en cette équipe sur sa faculté à élever son niveau de jeu quand il faut. Parce que juste avant le match du Real Madrid, tu vois, on fait un piteux 1-1 contre Everton et Hmm. 3 jours après, on met 3-0 au Real Madrid, tu vois. Donc voilà, si j'ai confiance en l'équipe à élever son niveau de jeu contre le Paris Saint-Germain, de toute façon, il faudra. Parce que oui, effectivement, après la première ligue, effectivement, je rejoins un peu Corentin, on a quand même un peu hâte que ça se termine parce que Ouais. franchement, tous les week-ends après les matchs, je suis devant ma télé, je souffle du nez, quoi, tu vois, tu vois, Hmm. c'est chiant, quoi, c'est vraiment chiant. Donc, euh, donc ouais, il reste 4 matchs, il faut qu'on verrouille notre seconde place tant bien que mal. Et après, de toute façon, on n'a plus que la Ligue des Champions à jouer. Donc, si on doit élever notre niveau de jeu, ça sera la semaine prochaine. Ok. Bon, on va aborder maintenant, messieurs, dans cette dernière ligne droite de cet épisode, les points clés, peut-être les points forts et les points faibles de chacune des équipes, et puis de voir comment ou à quel niveau pourrait se jouer cette première rencontre qui aura lieu mardi. Et dans cette opposition, finalement, il va y avoir pas forcément une opposition de style, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux équipes. C'est des équipes qui aiment bien avoir le ballon, c'est des équipes qui aiment bien prendre leur temps, qui aiment bien construire leur phase offensive. C'est des équipes qui sont très très bonnes sur les côtés, avec Gvara à droite qui est monstrueux, avec Doué, voire Barcola à gauche. C'est deux équipes pardon, qui sont très puissantes au milieu. Et très honnêtement, on m'a dit, je te le dis, moi, le milieu de terrain, les deux nains au milieu de terrain chez vous, ils me font Waouh, waouh, terriblement waouh, waouh. peur Genre des et je les Vassili trouve Nias. Ouais. terriblement bons. Euh, Dans les similitudes, on a deux gardiens de but qui sont capables du pire comme du meilleur, il faut le Ouais. dire. Ouais, Non, totalement. mais vraiment, tu vois. Totalement. Et après, si on regarde un petit peu ce qui nous différencie, et là, je vais peut-être essayer de vous provoquer un petit peu, il y a bah, du coup le côté infirmerie dont on a parlé juste avant, et, il y a et j'aimerais qu'on s'arrête aussi un petit peu au niveau du coach, parce que ça part de là aussi. Alors, il y a un coach beaucoup plus expérimenté, qui a déjà gagné pas mal de trophées côté parisien. Et on a un coach qui termine sa 5e année chez nous à Arsenal, Mikel Arteta, qui a fait de très bonnes choses pour le club, notamment, je vais dire, extra-sportive, à savoir la cohésion entre club et supporters, l'ambiance à l'Emirates parfois, même si c'est pas encore quelque chose de, de généraliser, même si je suis persuadé que mardi, ça va être le feu à l'Emirates, et notamment aussi grâce, je ne sais pas combien de supporters il y aura dans le parcage parisien, mais les supporters parisiens en déplacement, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, j'ai une petite encore, j'ai un rappel d'une vidéo où la veille du match, ou l'après-midi du match, il y avait des supporters de Paris qui s'étaient arrêtés, il y avait des jeunes qui faisaient un five en extérieur et les Ouais, je me supporters de rappelle, ouais, parisiens ouais, ah ouais. c'était tu vois moi voilà Ouais. ça en fait c'est pour ça aussi que j'aime le foot. Je suis pas très fan de Paris, je dois te l'avouer, de ce qui peut se passer en tribune non plus, mais je crois que ça c'est un peu partout pareil en Ligue 1. Mais voilà, moi c'est des images que j'aime voir, tu vois. Juste au Euh, niveau juste au niveau du parquage, c'est vrai que je sais pas si vous avez suivi, mais il était censé avoir 3000 supporters parisiens qui ok, se déplacent à l'Emirates, mais finalement, il y en a 2500 et du coup, bah, le club aimerait saisir l'UEFA à ce niveau-là, enfin le PSG j'ai aimerait pas du saisir tout l'UEFA à suivi, ce niveau-là. ok, Ouais, bah, donc voilà. parce que c'est le Si je me club pas trompé. recevant qui définit le nombre de Ouais, de c'est ça, ouais, en supporters, gros, ouais, ouais. Ouais, ok. Et non, en et fait, au match de poule, je crois on l'avait donné 3000, enfin, un parcage de 3000 supporters visiteurs au match de poule, et là, on est descendu à 2500. Donc, effectivement, il y a un petit gap entre ce qu'on a fait en poule et là, ce qu'on propose au il faut match savoir, faut de savoir, demi-finale. faut savoir qu'au niveau des règles de l'UEFA, l'UEFA impose 5% de supporters adverses au 60 sein 000 du. sur 5%, ça fait 3 000, ouais, Ouais, c'est ça. ça fait 3000 et finalement, il y a seulement 2500 supporters qui seront autorisés Bah là, après, on peut sur peut-être place. dire qu'ils ont diminué la jauge, j'en sais rien, mais ok, affaire à suivre. Mais non, mais ça, tu Ouais, vois, affaire à suivre là-dessus. c'est des sujets sur lesquels moi, voilà, Ouais, non, mais moi, je suis plus en train de petite regarder parenthèse. comment l'animation se prépare, etc. D'ailleurs, on pourra en parler d'épisode sur l'épisode tifo pas tifo. C'était assez
assez drôle à suivre les 2 derniers jours. Donc du coup, messieurs, parlons des coachs. Mikel Arteta d'un côté, Luis Enrique de l'autre. Luis Enrique qui a, comme Mikel Arteta, plein de certitudes, mais j'ai l'impression que, et là encore une fois, je fais pas du Arteta bashing, etc. J'essaie vraiment d'être très objectif. Cette saison nous a quand même prouvé, et là je m'adresse notamment à Corentin et à Louis, mais Majid, tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux, parce que tu suis peut-être probablement Oui, Arsenal bien sûr. beaucoup moins que nous, mais cette saison nous aura prouvé que Arteta a ses certitudes, annonce des choses qu'il ne fait pas forcément, et où, d'après moi, on a quand même loupé certaines choses. Notamment, revenons sur l'épisode de la blessure de Degarde, Louis, on en a parlé quand même souvent, où on nous avait dit, ben, on laisse partir Smith Rowe parce que la doublure de Degarde, c'est Nwaneri sans aucun problème, etc. Et en fait, Degarde a été blessé quasiment 2 mois et demi. On l'a vu dans la compo qui a évolué contre Paris, où c'était Trossard ou Havertz qui prenait un peu le rôle de Degarde, et que Nwaneri, on ne l'avait pas vu du tout, et qu'on a terminé la phase de blessure de Degarde et on a vécu le retour de Degarde sans avoir aucune information sur la capacité d'Ethan Nwaneri à évoluer à ce poste-là. Chose que je n'ai pas l'impression de retrouver dans le coaching parisien. Alors, on pourrait me citer en exemple contradictoire le positionnement de Dembélé en neuf et le positionnement de Merino en neuf pour pallier à des absences, etc. Mais je trouve que ce raccourci serait assez simple. Et j'aurais tendance à dire que ballottage favorable, si on devait faire une notation du côté de Luis Enrique, mais qui ne serait pas forcément dû que à son ancienneté. Et peut-être quelqu'un qui est un peu plus ouvert, ou je sais pas. Vous en pensez quoi, messieurs? Et on va commencer par Corentin et Louis, Majid, si tu permets. Oui, bien sûr. C'est Après, vrai je qu'il peux y a eu raconter de la merde si vous le dites, hein. Moi, je m'en fous, hein, mais Ouais, c'est vraiment un moi, ressenti que j'ai, hein. moi, je te trouve un peu dur parce que je suis d'accord avec toi sur l'épisode Haute-Garde où on a très mal géré son absence parce que l'histoire de Trossard au milieu, ça a été une Un catastrophe et on a un fiasco. fiasco. On aurait pu voir Nwaneri à ce poste-là, c'est vrai. Et au final, on a attendu que Saka se blesse pour mettre Nwaneri Mhm. titulaire à la reprise. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est vrai que je pense qu'Arteta a mal joué son coup. Mais si on prend après l'ensemble de la saison, par rapport à toutes les blessures qu'il y a eu, notamment en attaque, je trouve le repositionnement de Merino, franchement, si Guardiola avait fait ça, Traité de génie. on l'aurait traité de génie tous les matins. Ok. Je pense que quand même, il faut dire bravo à Arteta là-dessus. Et je trouve qu'il a quand même Et on l'a réussi. fait. Je Oui, précise oui, qu'on l'a fait, hein. on l'a fait. Donc c'est vrai que moi, de ce point de vue-là, je trouve que par rapport à toutes les blessures qu'on a eues, je trouve qu'il s'en est quand même très bien sorti. Il a pas été aussi aidé par ses joueurs à un certain moment de la saison, où je m'en souviens, où on a empilé les matchs avec des IJ faramineux sans savoir convertir nos occasions. Donc ça, c'est quand même plutôt de la faute des joueurs, pas de la faute du coach. Quand tu arrives à générer plein d'XG et que tes joueurs ne savent pas la mettre au fond, bon, ça c'est quelque chose que tu peux pas contrôler en tant que coach. Mais c'est vrai que Arteta c'est assez tort sur la saison sur un certain moment, mais je pense qu'au final il a subi pas mal de situations et c'est vrai que c'est peut-être une situation qui va lui donner encore de l'expérience. Il faut le rappeler que c'est C'est un un jeune coach, ouais, 5 ans, ouais. Et premier club, ouais, bien sûr. entre guillemets, mais parce qu'il a déjà 5 ans il a déjà quand même 5 ans d'expérience, mais dans le monde du football, 5 ans d'expérience en tant qu'entraîneur, ça reste jeune. Une expérience que Luis Enrique il a quand même plus d'expérience que qu'Arteta à ce niveau-là, notamment dans la gestion des matchs. Donc, je pense que Luis Enrique a un léger avantage par rapport à Mikel Arteta là-dessus. Après, Alors, si tu me permets, Corentin, de te vas-y. couper ou d'apporter une précision avant d'entendre Louis et peut-être Majid s'il a un avis là-dessus, tu dis que je suis dur parce que, effectivement, l'exemple de l'épisode Eudegaard, ok, mais le reste, non. Je vais te donner 2 autres exemples. Hmm. On l'a dit et on était tous unanimes là-dessus que si Zinchenko, Calafiori ne se pètent pas, MLS, on ne le voit pas. On l'a tous dit. Hmm. Ouais. D'accord? Donc,
Peut-être que Mais quand tu es coach et que tu vois des performances de jeunes, etc., même si tu as lâché 40 ou 50 millions dans un latéral gauche, ben, c'est peut-être aussi de challenger et de faire tourner dans la rotation qui pourrait éviter certaines blessures. Et le deuxième exemple que je voudrais donner, je vais repartir sur ce que Majid nous avait dit par rapport à l'épisode d'Embélé au mois de novembre qui a été mis sur le banc parce qu'il n'a pas été bon, voire même carrément qui n'était pas du tout sur le banc. L'épisode Ødegaard, non pas la blessure, mais la méforme de Ødegaard qui dure depuis maintenant 2 mois, à aucun moment, il y a cette, même si c'est notre capitaine, il y a cette mise sur le banc en disant, t'es pas bon, et ben mets-toi ouais, sur le banc et fais mais jouer quelqu'un d'autre, tu vois. C'est là où je veux dire capitaine, qu'à un moment donné, quand on t'es a quand même toi, quand tu t'es vas me dire qu'on a capitaine, peut-être pas le choix, mais moi, je trouve qu'on a le choix. Tu vois, le match contre Crystal Palace, Ødegaard, il sort à la 85e, je crois. Et mais on dit au jeune Ethan, bah, vas-y, fais la différence en 5 minutes. Moi, ça me pose un peu problème. Mais encore une fois, c'est pas de l'Arteta bashing. J'essaie juste d'analyser finalement les plus et les moins entre les deux équipes, hein, ouais, ouais. clairement. Louis. Bah, de toute façon, Arteta, il s'est jamais caché que son effectif était court en solutions et en qualité. Je veux dire, cet hiver, déjà, il réclamait des recrues, il les a pas eues. Quand on démarre la saison au mois d'août, il dit, bah, on est encore un peu court sur certaines positions, donc on va devoir faire avec. En plus de ça, comme j'ai dit, tu as l'effectif le plus court de Première Ligue. Donc, effectivement, on a plutôt le sentiment qu'il a été dans la réaction plutôt que dans la construction, cette saison. Là où l'année dernière, surtout sur la deuxième partie de saison, on sentait qu'il y avait vraiment, tactiquement, physiquement, etc., il avait vraiment trouvé la bonne construction de l'équipe, ce qui nous donne, la seconde partie de saison dernière un run quand même qui est quasiment parfait, où il nous a manqué qu'un point au final pour être champion. Mais là, cette saison, effectivement, avec les blessures, etc., bah, comme l'a dit Corentin, on est plutôt dans le bricolage que dans la construction en tant que telle d'une logique tactique ou d'une évolution par rapport à la saison dernière. Après, si on fait la comparaison avec Luis Enrique, par exemple, tu vois, je pense que le replacement de Dembélé, c'est pas un choix par défaut Oui. de Luis Enrique. C'était une volonté de sa part de le remettre dans l'axe parce que finalement, il y avait quand même offensivement parlant des solutions. Par exemple, Gonzalo Ramos, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Il n'est pas vraiment Luis Enrique compatible. Et il a vraiment fait le choix de mettre Dembélé à la place de Gonzalo Ramos. Nous, quand on met Merino en pointe, c'est parce qu'au C'est final, par bah, défaut. il y a personne d'autre. Hmm. Il y a personne d'autre, quoi, tu vois. Donc, on a eu beaucoup de solutions par défaut. Quand Odegaard s'est blessé, effectivement, il n'a pas donné la chance à Nwaneri au milieu de terrain. Alors, peut-être qu'au final, Nwaneri a encore, je pense, beaucoup de travail à faire physiquement, tactiquement, techniquement, ce qui est normal pour un joueur de 18 ans. Donc, du coup, il a dû replacer un peu, déjà changer de système, ce qui pour Arteta est très, très rare. Quand même, il a Hmm. quasiment peut-être jamais fait en 2, 3 ans. Et dès la blessure d'Odegaard, il a été dans la réaction plutôt que dans la construction. Il a dit, bah, tant pis, on change de système et puis on va sacrifier un peu nos certitudes offensives. Et c'est là où le bas blesse par rapport à la saison dernière. C'est que cet enchaînement, on va dire, de réaction, de bricolage, etc., fait qu'on n'a pas été bon dans les deux surfaces cette saison. La saison dernière, on avait été excellent dans les deux surfaces de réparation, la nôtre et la surface adverse. Cette saison, on est très moyen, voire médiocre dans la surface adverse, et on arrive encore à avoir un minimum de certitude défensive, mais encore, tu vois, sur certains matchs, nos certitudes défensives, pardon, elles fondent un peu comme neige au soleil. Tu prends le match là qu'on a fait contre Crystal Palace. Enfin les débuts qu'on prend et même le nombre de XG qu'on se prend sur la première mi-temps, on avait plus subi autant de XG depuis je sais plus combien de saisons, tu vois, à domicile. Donc ouais, c'est plutôt des choix par défaut cette saison qui nous ont mené un peu à une logique tactique et une cohérence qui était un peu moyenne. Là où Luis Enrique, c'est vraiment des choix forts, mais qu'ils ont payé, et pas forcément des choix par défaut, je Hmm. pense. Parce que Luis Enrique, si tu lui enlèves, je pense, Dembélé, Gvara, Désiré Doué, et tu lui enlèves, je sais pas, Joao Neves, le tout en même temps, bah tu vois, je pense qu'il sera aussi plutôt dans la réaction Bien et sûr. trouver des choix par défaut plutôt que dans la Mhm. construction tactique. Mais là-dessus, oui, alors, argumentaire sans faille. Bravo, Mhm. Louis. Ouais, c'est vrai que Euh, c'est vrai que l'entraîneur, voilà, comme tu as souligné, Louis, finalement, il fait avec ce qu'il a, en fait. Finalement, c'est une question de ressources aussi, hein. Que ce soit Mm. financière, au niveau du mercato, que ce soit au niveau des blessures, voilà, quand t'as pas grand-chose,
tu peux que te retrouver à bricoler là où Luis Enrique, bah, il a tout en sa possession, quoi, au niveau des ressources, et c'est lui qui est juste là pour concocter la bonne recette et avoir la meilleure équipe possible. Pourtant, de Comment la thune, on en a. Hein. Ouais. Ouais, Comment toi ouais. tu vois le jeune coach qui est Mikel Arteta, Majid, d'un regard très extérieur? Je trouve que c'est un entraîneur En plus, qui est ancien très parisien, hein, disons-le, ancien rappelons-le, Mikel parisien, Arteta, ouais. ancien parisien en plus. C'est vrai que c'est un coach qui est très moderne. Là-dessus, s'il fait partie de ces coachs-là un peu, voilà, un peu bercés. Enfin, moi, je les appelle un peu les comment les. Il y a vraiment vachement un héritage guardiolesque, un petit Oui, peu. oui. Voilà, Oui. toute cette génération d'entraîneurs, hein, que ce soit Xabi Alonso, Luis Enrique, Arteta, où tu te rends compte que de l'impact qu'a eu Guardiola, d'autant plus qu'Arteta en plus a été son entraîneur adjoint pendant des années. Donc tu as vraiment cette vibe un peu espagnole qui voilà, aime jouer au beau jeu, etc., etc. Donc moi, Arteta, je l'ai vu de loin et j'ai vu qu'il a construit une formidable équipe. Hein. Arsenal, franchement, c'est vrai que depuis des années, c'est une équipe qui monte en puissance, c'est une équipe qui de plus en plus fait ses marques en Europe. Voilà, vous avez fait quart de finale des champions l'année dernière. Cette année, vous faites demi-finale. Ça fait bien longtemps. Enfin, voilà, faut se rendre compte quand même, je pense, de l'évolution et d'où vous venez, en fait, surtout. Je pense que vous avez connu des années très difficiles au sein de votre club. Et là, de voir quelqu'un de compétent, qui aime jouer au football, et tu ressens le mec, en fait, c'est un passionné, en fait. Tu le ressens. C'est des mecs comme Luis Enrique, hein, d'ailleurs, et il est là, je pense que leur similitude, c'est que c'est des mecs, ça se voit, c'est des bousiers de football. Des mecs qui ils connaissent, ils connaissent et ils connaissent, en fait. Et moi, c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il a construit il a remis sur le devant de la scène Arsenal, que ce soit en Europe comme en Première Ligue. Hein. En première ligue, ouais. Mais si on avance un petit peu dans les points clés du match, et moi je me suis noté deux points clés. Euh, Ça va être le milieu de terrain. Avec, parlons-en maintenant de l'absence de Partey qui pour moi est une absence. Alors déjà, encore une fois, je ne me remets toujours pas de ce putain de carton jaune qu'il prend. Ça me saoule, vraiment. Je trouve que, je vais pas parler de faute professionnelle, mais ça me fait chier quand tu sais que Débile. tu es c'est tellement con. C'est à ce moment du match, de la façon dont il prend le carton jaune, mais c'est tellement débile. Tu On t'enlèves. peut parler de faute professionnelle. Hein. On peut dire c'est limite une faute professionnelle. Hein. À un moment Alors donné, vas-y, moi j'osais pas, il y a eu. j'avais peur qu'on me traite Ah encore ouais, une mais fois c'est vrai. de. Mais voilà, bref. Rice le tue derrière. Ouais, il le défonce. Ouais, ouais, non, Ah, mais je justement, pense tu vois. pas. Ouais. Donc du coup, il faudra faire sans Partey. Et du coup, messieurs, je pense qu'on sera d'accord qu'on va avoir un milieu de terrain avec Rice, Merino et Ødegaard, et que Mm. en face de nous, on va avoir Neves, Vitinha et Ruiz. Moi, la question que je me pose, c'est qui va mettre en 6. À Bah, mon c'est avis, il Rice. va mettre Declan Rice. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ce sera ça. Il va faire reculer d'un cran, ouais. Ouais. Et Merino en 8 avec Ødegaard en 10. Ce qui, moi, je trouve, on va perdre en qualité offensive parce que Mm. Declan Rice, la valeur qu'il a pris en poste de 8 avec ses Ouais. projections, elle est juste, on en reparlera dans les bilans de fin de saison, mais je sais Mm. pas si on se rend compte Ouais. du step qu'il a franchi. C'est Mm. devenu une machine. L'année dernière, c'était une machine de guerre en 6. Ouais. Cette année, c'est une vraie machine de guerre en 8, quoi. Ouais. Ça, Alors que c'est. franchement, on n'était pas tous très confiants au départ, mais ce qu'il fait aujourd'hui, franchement, en ce moment, Majid, je te le dis, il marche sur l'eau. Ouais, ouais, non, mais non, mais je le vois En et je l'ai poste de vu. 8, il C'est est, vrai que. alors, indépendamment qu'il a appris à tirer des coups francs, mais il marche Ouais. sur l'eau. Donc, du coup, pour moi, je vous laisse la parole juste derrière. Je voudrais qu'on fasse un focus sur ces deux triangles. Euh, Parce que Neves Vitinha, encore une fois, waouh, waouh. Franchement, ça me fait chier de dire Mm. ça de Paris, mais waouh. Franchement, c'est. Non, mais la paire là, ça fait très très longtemps que vous n'aviez pas une paire aussi performante Moi, au milieu de terrain. vraiment, ce qui me fascine avec Vitinha et John Neves, c'est que ils sont tellement complémentaires. Ouais. C'est Vitinha, là où Vitinha, voilà, c'est un joueur créatif, il aime avoir le ballon, il aime distribuer, etc. Bah, à côté de lui, tu as João Neves qui est juste un chien de garde, quoi. Même au niveau de au-delà de ses qualités techniques, hein, bien sûr,
mais il compense le côté défensif de Vitinha et sa projection aussi. Donc en fait, c'est vraiment deux joueurs qui se complètent énormément. Et donc, tu as Vitinha hein, un peu en métronome. Il a encore dit en conférence de presse à Luis Enrique avant-hier, Vitinha, pour lui, est le meilleur 6 du monde. Il y a débat, hein, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a vraiment une qualité de métronome, d'un peu de maestro regista, un petit peu à la Pirlo, à l'ancienne. Ce joueur qui organise. Et à côté de lui, tu as Joao Neves, le petit chien de garde qui est là, qui gratte les ballons un peu partout. Donc c'est ouais, non, c'est extraordinaire de Ah, ce franchement, côté-là. c'est très très Et beau. t'as Fabien Ruiz de l'autre côté qui, lui, apporte un peu plus d'équilibre. C'est vrai que Fabien Ruiz, il a été énormément critiqué, Ouais, mais à juste titre, hein, mais qui ait cru le qu'il taf serait dans derrière, cette. ouais, c'est ça, le taf derrière qu'il fait, c'est totalement fou. Et finalement, t'as un milieu complètement, enfin, ouais, complémentaire, quoi. Et après, le Totalement deuxième complémentaire. sujet sur lequel j'aimerais qu'on en discute, messieurs, avant de vous laisser la parole, c'est pour moi, alors, bien sûr, on pourrait dire que ça va être l'attaque contre la défense, etc. Ballottage favorable à l'attaque, d'après moi, parisienne, de par l'explosivité, sachant que nous, je pense, nos attaquants vont énormément défendre. Que ce soit Martinelli sur Hakimi ou que ce soit Saka sur Nuno Mendes, parce que c'est des latéraux qui aiment énormément monter et que Hakimi aussi est en train de prendre une dimension sur cette fin de saison. Le match qu'il fait contre Villa, je crois que c'est toi, Louis, qui le mettait dans le Discord comment le Real a pu le laisser partir, quoi. C'est ça, je crois que c'est toi qui le dis, non, Louis? Non, je crois pas. C'est pas toi? Je ne pense pas. Non. Ok, bon, bah, alors c'était quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc du coup, pour moi, Mais ça va être. si tu veux, je peux le dire. Si Non, tu non, veux, je peux non, le dire. non, Ah, non, 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 non. c'est Mais dommage comment ils ont pu le laisser partir, quoi. Enfin, donc, franchement, c'est. mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux points clés du match, à savoir la gestion d'Hakimi sur le côté gauche, bah, notre côté gauche, et la gestion du milieu de terrain. Alors, Nuno Mendes à un degré moindre, parce que je pense que lui va vraiment se focaliser sur la défense avec Saka. Mais on sait que l'une des meilleures solutions pour étouffer une équipe, ou en tout cas étouffer leurs attaquants, c'est de les faire défendre un maximum. Et moi, je vois Martinelli, et là, du coup, je trouve que j'espère qu'on verra un Martinelli comme moi je l'adore, c'est-à-dire que le mec, il rechigne pas à la tâche, il va pas calculer ses efforts et que il va être ça va être un chien de garde pour Hakimi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces deux analyses des points clés du match, messieurs Majid, Louis et Corentin, ou est-ce que vous êtes en désaccord, auquel cas vous voyez une analyse un peu différente? Qui se lance? Corentin, t'as l'air chaud là. Ouais, je suis d'accord sur le milieu de terrain et la suspension de Thomas Partey change énormément de choses dans notre animation offensive. Parce que tu l'as très bien dit, en numéro 8 Partey, Rice. Rice, pardon. Rice s'est complètement transformé et Merino en 9 a fait le taf il a marqué à quasiment tous les matchs où il a été titulaire en 9. Donc, je pense que c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Le parallèle entre les deux milieux de terrain va être vraiment passionnant, je pense, à regarder. Et je pense que ça va être l'une des clés du match, c'est sûr. Mais je voulais aussi quand même accentuer sur le duel entre notre défense et l'attaque du Paris Saint-Germain. Parce que je pense qu'on ne l'a pas dit depuis le début du podcast, mais il faut Pas rappeler encore. qu'Arsenal est quand même la meilleure défense de Première Ligue et la meilleure défense de Ligue des Champions juste derrière l'Inter. Donc le point fort quand même de notre saison, c'est la défense, même si Louis l'a dit tout à l'heure, on est quand même friable sur certaines occasions, parce qu'on voit en fait qu'il y a des buts complètement cons qu'on a pris cette Mhm. saison pour être encore une meilleure défense. Mais il faut quand même rappeler les faits. On est la meilleure défense de Première Ligue cette saison. Donc pour moi, c'est ça qui va me. C'est ça aussi le point clé du match, c'est l'explosivité de l'attaque de Paris avec Dembélé, Désiré Doué, qui peuvent vraiment nous faire mal. Et je pense qu'on n'a pas eu tant de profils que ça face à nous cette saison. Très dribbleurs, très imprévisibles dans leur façon d'attaquer. C'est là aussi où je trouve je trouve qu'ils ont un petit temps d'avance par rapport à nous. Je regardais la vidéo ce matin du Club des 5, du débrief, enfin l'avant-match qu'ils ont sorti là hier entre Arsenal et Paris.
Et c'est vrai qu'il disait très justement que nous, on avait peut-être des schémas et des patterns d'attaque qui étaient un peu prédéfinis, où c'est vrai que Saka attaquait d'une manière très particulière, avec un peu moins d'imprévisibilité, mais il le fait tellement bien que ça marche. Mais c'est vrai que du côté de Paris, il y a ce côté imprévisible et explosif qui nous, en fait, nous manque à cause des blessures et qu'on a déjà souligné dans ce podcast. Mais ouais, moi je trouve que ça va vraiment être l'un des points clés avec le milieu. Ça va être comment on va défendre face à ces profils qui sont très, très vifs, très puissants sur les appuis. Et voilà comment on va défendre ça. Parce que je pense que Vinicius et Rodrigo, et Mbappé, on les a un peu réduits au néant, mais parce On qu'ils les a ont éteints, ouais, ouais. les a éteints, mais aussi parce que voilà, ils étaient dans leur choix, dans leur envie, ils n'étaient pas du tout, quoi. Donc je pense que ça va être intéressant et ça va être un autre profil de joueur offensif qu'on va affronter. Et là, ça va être très intéressant, je trouve. Louis? Ouais, moi je suis d'accord. Pour moi, le plus gros point, ça va être la gestion de la verticalité face au Paris Saint-Germain, parce que pour moi, la plus grosse différence entre l'animation Luis Enrique et l'animation Mikel Arteta, c'est la recherche autant de la verticalité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une équipe, on n'est pas une animation qui va rechercher directement la verticalité. On joue voire pas beaucoup les transitions offensives. On préfère plutôt, enfin voilà, plutôt que de jouer verticalement, on préfère Attaque plutôt faire placée. circuler le Hmm. ballon, attaque placée, etc. Là où le Paris Saint-Germain, ils vont rechercher énormément la verticalité. Je trouve que c'est là-dessus qu'on était très bon au match aller. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait laissé le ballon à Paris sans pour autant leur laisser l'opportunité de trouver la verticalité pour nous tuer. Et du coup, on l'a bien vu, c'est que comme l'a dit Corentin, ils auraient pu jouer Paris Saint-Germain pendant 3 jours sans marquer, parce qu'effectivement, le jeu d'attaque placée, c'est pas vraiment un jeu qui correspond au profil des joueurs du Paris Saint-Germain. Et de toute façon, on le voit bien un peu sur les datas de la phase allée de Ligue des Champions. Qu'on prend les progressifs passes ou les progressifs carries. Par exemple, les progressifs passes, pardon, tu as 1, 2, 3, tu as 4 joueurs dans le top 10, 4 joueurs du Paris Saint-Germain dans le top 10 des joueurs qui ont fait le plus de progressifs passes en phase de Ligue des Champions. Tu as Hakimi qui est à latéral droit, qui est deuxième du classement. Ensuite, tu as Nuno Mendes qui est quatrième, tu as Joao Neves qui est neuvième et Marquinhos qui est neuvième ex aequo avec Léo Neves. Donc, c'est vraiment des joueurs qui vont, par la passe, tout de suite trouver la verticalité pour chercher les espaces et dévorer le peu d'espace qu'une défense peut laisser. Et pareil pour les progressifs caris, pardon, où là, c'est les joueurs qui vont plutôt porter le ballon de manière verticale. Alors, le premier, c'est Vinicius, mais le deuxième ex aequo avec Vinicius, c'est Ousmane Dembélé. Derrière, tu as troisième au classement, tu as Hakimi. Alors, Hakimi, comme tu l'as dit, Raoul, il est latéral droit et pourtant, sur la phase allée, il est le troisième joueur qui porte le plus de ballons sur le terrain. Et derrière, t'as Barcola aussi qui est dans le classement. Donc, tu vois, c'est une équipe qui va censée chercher la verticalité. Et c'est pour ça que Rice, en si, c'est intéressant parce que Partey, cette saison, avec le ballon, il est très bon. Par contre, il a 32 ans. Donc, parfois, sans le ballon, il commence à avoir une lenteur qui est plutôt handicapante. Donc face à une équipe qui joue beaucoup la verticalité, ça peut être un problème. Donc je pense que Rice repositionné aussi face au Paris Saint-Germain pour justement accompagner et couper toutes les courses et les passes verticales du Paris Saint-Germain, notamment au milieu. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à voir. Majid? Moi, de mon côté, peut-être le point clé, j'en ai deux de mon côté. C'est vrai que toi, tu l'as très bien souligné. Le milieu de terrain, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est l'une des points clés, mais moi, j'aimerais savoir, et c'est plus du côté tactique. euh, J'aimerais voir qui aura le ballon, en fait, mardi. J'aimerais voir de ce côté-là. Enfin, c'est vrai que Paris, nous, de notre côté, Luis Enrique, on a beau dire ce qu'on veut, mais il a une qualité d'adaptation aussi qui est phénoménale par rapport à ses adversaires. Que ce soit contre Aston Villa, donc il adopte cette qualité un peu de transition, de verticalité, comme tu l'as souligné, Louis, alors que par exemple, au match aller, on jouait un jeu de possession. Donc voilà, c'est une équipe qui est vachement modelable là-dessus. En fait, on a vraiment les ressources pour
jouer la possession comme jouer les transitions. Mais là aussi, là, je voulais souligner, c'est le point, les coups de pied arrêtés. C'est notre Mhm. gros point faible du côté du Paris Saint-Germain. On l'a vu contre vous Ouais. au mois d'octobre, que ce soit le but d'Havertz ou le but de Saka sur coup Bon, franc. le point faible, c'était Donnarumma, du coup. Mais maintenant, voilà, Donnarumma, justement, là-dessus, c'est vrai qu'il a un peu il a un peu pris confiance. Mais en tout cas, c'est vrai que les coups de pied arrêtés, nous, c'est très, 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 très fébrile. À voir maintenant comment Luis Enrique a travaillé ça, mais c'est notre plus gros point faible et c'est votre point fort, à vous de votre Mhm. côté, que ce soit au niveau des combinaisons, etc. Donc, c'est peut-être pour moi ouais, peut-être la clé du match, mais après, comme tu l'as souligné aussi, c'est vrai que les latéraux, en fait, on a vraiment eu de l'explosivité. Et surtout le maître mot, l'imprévisibilité. Quand tu as Kvaratskhelia qui a les 2 pieds, quand tu as Ousmane Dembélé qui a les 2 pieds, tu es dans l'imprévisibilité, tu sais pas comment défendre sur eux et ça doit être vachement fatigant de défendre sur eux. Du coup, à voir comment Timber et Lewis Kelly vont gérer leur match. Ouais, sachant que en plus de ça, en termes de similitude, vous avez beaucoup de permutations. On voit que Gvara, il peut rentrer dans Ouais, l'axe, totalement. alors C'est que nous ça. aussi, alors, moi, c'est des fois un truc dont je peste. Trop de Mmh. dézonage tue le dézonage, mais voilà. Donc du Ouais, coup, mais c'est fatigant pour l'adversaire, hein, ouais, ben oui, oui, bien quand sûr. tu as au marquage, Quand c'est bien fait, ouais, et que ça apporte quelque Kvaratskhelia. chose, ouais. Ouais, quand t'as un marquage au Kvaratskhelia, mais en fait, du coup, Ousmane Dembélé reprend sa place et tu comprends pas trop. Directement, ça peut. Enfin, là, tu perds ton adversaire hein, défensivement. C'est plus trop quoi. Ah, mais lui, il est droitier, gaucher, non, je sais plus. Mais et finalement, c'est ce qui fait la force aussi. Ouais, c'est vrai que les permutations, transitions, possession, ouais, c'est les grandes forces du PSG. Et surtout la pression, la qualité de pression qui est aussi visible du côté d'Arsenal, mais la qualité de pression du Paris Saint-Germain, tu vraiment, à la perte du ballon, tu as vraiment trois quatre joueurs, qui te rushent dessus, et tu as une toile d'araignée, en fait, qui se ferme sur toi et voilà. D'en parler depuis presque 1 heure et demie, me donne encore plus envie que ce match commence. Et je vous avouerai que pour ma part, faire un pronostic objectif est très compliqué. Mais on va voir si vous êtes un peu plus sûr de vous. Alors. Messieurs, l'heure du premier pronostic euh, est arrivée et on va donner la parole à l'invité du jour, Majid. Qu'est-ce que tu vois comme type de match et si tu devais te laisser aller à un pronostic, quel pronostic nous donnerais-tu? Bah, moi, je vois bien un match, très, 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 très tactique. Vraiment, je vois avant d'être une confrontation PSG-Arsenal, je vois surtout une confrontation Luis Enrique-Arteta et je vois, en fait, je vois 2 coachs qui vont totalement se neutraliser. Du coup, je vois bien un score de 1-1 de mon Ok. côté. Le mec qui se mouille pas, vous avez vu, hein, il joue à Ah, l'extérieur, mais il se mouille pas. mais c'est Ah, très mais tu espères une victoire de Paris, j'ai compris. Oui, oui. au match retour, bien évidemment. Je pense que et de toute façon, la plupart du temps, la Ligue des Champions, c'est surtout dans des gros matchs comme ça, à gros enjeux, à gros niveau, en fait, surtout tactique, physique, psychologique. C'est souvent, c'est logique, hein, mais c'est le match retour hein, qui fait la différence. En Ouais, fait, et t'as une c'est assez gestion, pénalisant. même, ouais, ouais, c'est ça, et t'as même, voilà, un peu une découverte Et puis au match aller. t'as une vision du match aller, donc tu sais ce qu'il te C'est reste ça, à faire sur les 90 dernières minutes, quoi, ouais. c'est ça, Il y a exactement. il y a plus de calcul finalement. Mm. Allez, on va garder le président pour la fin, sinon on se fait virer comme à chaque fois. Louis, Très bonne question. Ouais, je vois aussi un match très tactique avec pas beaucoup d'occasions. Donc je vais mettre un petit 1-0 pour Arsenal sur un corner ou un coup franc, un truc comme ça. ok, et un but Le coup de de pied arrêté. Coup de de pied Kivior arrêté. de la tête. Corentin, Ouais, moi je suis exactement comme vous, hein. Je vois très très serré. Je vois un match nul. J'irais, je verrais même un, ouais, un 2-2.
je verrais même un match nul à l'Emirates et une victoire d'Arsenal. N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Attends. Attention, attention, attention. Mais dans tous les cas, ce sera, pour moi, ce sera très serré. Ouais, ce sera Ouais. soit. Mais tu vois un match nul avec beaucoup de buts, Non, mais genre un 2-2 ou un pas, 0-0 pas beaucoup de buts, hein. Un 2-1, un 2-1. Alors 2-1, c'est pas un match nul, au cas où. Oui, non, mais je veux dire, sur l'ensemble des deux matchs, je veux dire, Ok. 1-1, 0-1, 2-1, je vois Ouais. quelque chose de très serré, quoi. Alors moi, bizarrement, je vois un match, je vais pas dire totalement, je pense qu'il va être très tactique. Euh, alors, je pense que en termes d'occasion franche, je vous le dis comme je le ressens, hein, Paris va être au-dessus en termes de stats. Je pense qu'on va avoir un grand David Raya. Je vous l'annonce. Oh, Ouais, je vous l'annonce. Oui, bah oui, mais en même temps, Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive, Raoul? en même temps, s'il est pas Qu'est-ce qui- grand, ça va être compliqué. J'attends un grand David Raya et domination en termes d'occasion de Paris qui me semble peut-être plus à l'aise dans le collectif. Mais moi, je vois un 2-1 pour Arsenal. Et en ok, même temps, voilà. L'avenir nous le dira, ça reste des pronostics. bien Mon sûr. 2-1 n'est pas tout à fait objectif, mais Pas fallait, ton objectif, là. aller amener un petit peu cette touche d'optimisme et d'excitation. Franchement, il faut se le dire. Je crois que Bien côté sûr. parisien comme Wow. côté Arsenal, c'est un match qu'on attend. Quand on regarde les quatre dernières équipes, c'est quatre équipes qui défendent très très bien. Mais Arsenal Paris, en termes de qualité de jeu en Ligue des Champions, aurait Hmm. pu être une finale. Et en terminant troisième de cette nouvelle formule et en étant qualifié, je trouve qu'on n'est pas aidé par le tirage au sort dans le tableau que l'on a pris. Et en Hmm, plus de hmm. ça, de recevoir au match aller, tant pour le Real, contre le Real Madrid que contre Paris, je trouve qu'on est un petit peu, entre guillemets, défavorisé par le tirage. Mais après, il faudra faire deux matchs pleins et espérer En, une finale. en tout cas, ce serait sympa que pour une fin. Voilà, parmi les quatre demi-finalistes, Paris et Arsenal sont les deux seules équipes qui n'ont pas remporté de Ligue des Champions. Et lorsqu'on sait que Munich porte chance au premier vainqueur de Ligue des Champions, hein, quand on se rappelle 2012 Chelsea, on se rappelle 93, même si ça fait mal de dire Marseille, mais, Oh purée, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Ah, mais faut applaudir, bravo. Ouais, franchement. Ouais, le mec, il va se faire voilà, bannir du meilleur du Vraiment, PSG. Là. c'est vraiment, c'est Ouais, vraiment ça y fair. est. Ça, c'est fair play, hein. Il vient d'être viré. Il n'est Waouh. pas au ouais, courant, mais il vient d'être viré. Mathilde, on recrute, hein. On recrute chez Arsenal French Club. avec plaisir, avec plaisir. Non, franchement, non, non, c'était juste pour dire que peut-être que le gagnant sera parmi Arsenal ou Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que dans les similitudes des deux équipes, on ne l'a pas dit, mais deux équipes qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, deux équipes qui ont joué une finale. Ouais. Euh, Arsenal en 2006 contre Barcelone, perdu. Et Paris, c'était l'année du Covid avec le Final 8, je crois, si je me En trompe pas. 2020, ouais, c'est Donc ça, ouais. 2020, défaite face au Bayern. Je parlais d'ambiance, d'excitation, etc. C'était là-dessus que je voulais terminer. Euh, on connaît le Paris Saint-Germain, et après, ça faut le dire, chaud bouillant. C'est un stade qui a une culture et une ambiance assez incroyable, mais une culture complètement différente du football anglais aussi, Mm. avec des copes, etc., ce que nous, on retrouve pas en Angleterre. Et il y a eu ce fameux épisode du tifo. En gros, m'a dit, je te l'ai fait très rapide, il y a un groupe de supporters qui a fait une levée de fonds, qui a appelé à des dons pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour un match extraordinaire. Et en l'espace de 24 heures, un peu plus de 24 heures, ils avaient réussi à lever 10 000 livres. Et ils ont mis un message sur les réseaux en disant que les gens qui avaient donné seraient remboursés parce que en gros le club avait refusé le tifo. Donc ça c'était l'épisode numéro un. Alors après on a vu la gueule des tifos. On s'est dit bien joué le club. C'était un peu éclaté, c'était un peu sur la Casa del Papa. Oui, C'était un c'était tifo un Casa de Papel en 2025, bon, c'est bon, Bah, quoi. surtout, Ouais, ok, surtout, del ok. Papel, ouais pardon, del surtout, Papa. surtout avec l'intelligence artificielle qui, au final, on ne savait même pas quel joueur était sur les tifos, quoi. Donc, Ouais ouais Ah ouais. ouais, ok, ok, Ouais, 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 ouais. c'était un petit peu ça, éclaté, ça- mais du coup, entre-temps, il y a eu des nouveautés et je pense que je vais, parce que faut que je le redise, je m'en vais à Londres ce soir, je serai à l'Emirates mardi et un grand big up et un grand merci à Greg pour le concours qu'il a mis en place et les deux places que j'ai pu gagner. Mais
nouveau rebondissement, le club a annoncé que un tifo en forme de canon sera suspendu au toit de l'Emirates, donc côté North Bank, en face, donc à l'opposé de Clock End, et qu'il y aurait un deuxième tifo, ils appellent ça un crowd surfer, donc je suppose que ça va être un énorme tifo qui va circuler Ouais, ça va bouger, ouais. dans le stade. Alors j'allais dire, malheureusement, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir nous. Ouais. Déjà dans le foot anglais et Arsenal, le match aller contre le Real, il y avait eu un tifo fait de papier aux couleurs rouge et blanc. Alors ça avait déjà le mérite d'exister. Et déjà nous on est content parce que c'est des choses qu'on voit pas souvent, mais je pense que en termes d'ambiance, le club se met au diapason et au niveau de l'enjeu de la rencontre et que l'ambiance va être assez folle. Tant moi je vous dis franchement, j'attends le North London Forever. Alors, North London Forever, c'est la chanson Majid que l'on a Ok. maintenant depuis 3 ans d'un chanteur anglais du nord de Londres qui s'appelle Louis Dunford, que sa maman a écrite à l'époque, donc qui avait été choisi par le club et validé par les joueurs et qui est donc la musique que l'on entend juste avant le coup de sifflet en championnat. Juste avant le coup d'envoi, pardon. Et en Ligue des Champions, la chanson, elle est un petit peu anticipée puisque elle se fait pendant l'entrée des joueurs sur le terrain, puisque après, obligation de l'UEFA, tu as l'hymne de la Ligue des Champions qui est joué. Et ça, je crois que ça va être un énorme moment au stade que j'aurai le privilège de vivre. J'essaierai de faire le maximum de vidéos et de le relayer sur les réseaux, mais à mon avis, les réseaux vont être saturés à ce moment de, 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 de la soirée. Donc voilà, donc grosse ambiance attendue. Il y aura forcément des grosses ambiances. D'ailleurs, messieurs, le match, vous allez regarder où? Chez moi dans le noir. Volets fermés. Louis, faut Volets fermer les volets. fermés, Ah, moi aussi. téléphone coupé, c'est bon. Ah, moi Corentin, aussi. Moi aussi. le Majid, tu Euh, regardes chez toi, Ouais, seul? ouais, ouais, moi tout seul aussi, pareil que toi, Louis, hein. Franchement, les volets, le téléphone coupé, je ne peux entendre parler de personne. C'est moi et moi là. non, moi, Toujours penser à la boîte de mouchoirs dans un cas comme dans l'autre, les gars. C'est toujours important. Corentin, tu regarderas le match où? j'ai deux collègues qui viennent voir le match à la maison, qu'ils ont porté chance puisqu'ils étaient là aussi contre le Real. Donc, je leur ai dit, Ok. bah, on est aussi pour le match contre Paris. Donc, voilà. Bah, c'est plutôt cool. Dernière chose, messieurs. Allez, petit jeu de rapidité. Euh, je vous pose une question. Le premier qui répond a gagné. Combien y a-t-il eu de joueurs qui ont joué à Arsenal et à Paris? Wow, Oh. c'est dur ça. En vrai, j'en ai pas tant. Oh. Ouais. Deux, Ah, trois. En vrai, j'en ai deux. ok. C'est pas ça. Bah oui, forcément que c'est pas ça. Moi, je dirais. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de Français. Je psychanalyse, mais. mais- Eh ben, pas du tout. Ah Il y ouais? a Si, si, plus. attends, Alors, il y a autant de Français que d'étrangers, du j'en coup. ai trois. C'est bon, j'en ai trois. Eh ben, alors, s'il y a autant de Français que d'étrangers, ça peut pas être impair, déjà. Ouais, ouais. Non, mais Ouais. Je dirais 6. Allez, 6. Moi, je dis 6 aussi. Eh ben, Non, je dis alors, 8. Non, je dis je. 8. Je dis 8. Oula. Alors là, alors moi, j'ai quatre en tête. Ah, t'as 4 en tête. Ouais, j'en ai que quatre. Alors, du coup, on a forcément le coach, Arteta. ouais, Hmm. On a David Luiz. ouais, Ouais. Et côté français, j'ai Anelka et Diarra. c'est ça. Ah, mais c'est ça en fait, hein. Et j'en vois pas d'autres. J'aurais peut-être dû, moi, faire des recherches avant de vous poser la question. Oh putain, la conclusion complètement éclatée. Bon, alors, vous n'hésiterez pas à nous dire en commentaire si vous en voyez d'autres. Mais ouais, je crois Attends, que c'est je demande à ChatGPT. je crois que c'est tout. Et je pense que du coup, si on devait faire un pendant par rapport à votre club ennemi, Allez, qui est j'en ai, l'Olympique de j'ai Marseille, le, Majid, Ah, je, ouais. je pense qu'il y a plus de joueurs j'ai qui le, ont évolué à Arsenal et à Marseille que de joueurs qui ont évolué à Arsenal et à Paris. Tu en j'ai as le, d'autres, Ok, ouais. Corentin? j'ai le cinquième. En fait, il y en a que cinq, mais le cinquième, il est Ah, très 5? dur. Ouais, c'est Kaba Diawara. Mais Ok, wow. celui-là, il est technique, ouais, Euh, Kaba Diawara. Alors, ok. Ah bah du coup, tu vois, bah 5. Donc du coup, c'était bien impair, pardon, messieurs. Alors, Donc il y a ChatGPT qui me dit Sylvain Wiltord, mais j'ai un doute qu'il soit passé par Paris, Sylvain Wiltord.
Non, Victor n'a jamais joué à Paris, non, non. non, jamais. Tac, tac. Olympique de Marseille, Stade Rennais, FC Metz. Ouais, bah SMS, non, il est. SMS, mais oui! Pardon, je me suis enflammé. Oui, voilà. On s'attache à ce qu'on peut, hein. C'est comme ça. Il y a Euh, peut-être Guendouzi, hein, mais bon, bah, Guendouzi, après, je me dis, il a été fort. Enfin, ouais, Ouais. parce qu'il était vraiment jeune au PSG, hein, mais peut-être Guendouzi, ouais, mais non, il y en a pas, j'en ai pas ouais, d'autres. ah, peut-être, ouais. Voilà. En tout cas, voilà, messieurs, c'était un peu. Oui, Corentin? J'avais juste une dernière petite question pour Magid. Dis-moi. Parce que c'est une question que j'aime bien poser aux supporters du PSG. Nous, nous, l'histoire récente, Arsenal, on n'a eu que trois coachs. On a eu Wenger, Emery et Arteta. C'est vrai que vous, Hmm. vous en avez eu beaucoup plus. Vous avez eu Depuis Ancelotti, 96, Laurent ouais. Blanc. Ouais, depuis 96. Vous avez eu, depuis l'ère QSI, vous avez eu Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Pochettino, Ouais. Luis Enrique, Galtier. Galtier. Et toi, je voulais te demander, c'était quoi on va dire, ton entraîneur préféré de tout cela? Ton ère favorite de l'ère QSI, c'est quoi ton entraîneur préféré parmi tout cela? Bah, franchement, et je parle pas ça Enrique. en termes de personnalité, vraiment, mais je pense Luis Enrique, je pense qu'au niveau du gap, au niveau de Ouais, l'équipe, le collectif et ce qu'on lui a donné, en fait la manière dont on l'a mis au centre, ça compte énormément, hein, bien sûr, mais je pense que Luis Enrique, ouais, je pense que c'est vrai. peut-être Tourelle, même pour peut-être Tourelle, il y a eu 6 bons mois où en plus on va en finale de Ligue des Champions, mais ouais, je pense que ça serait Luis Enrique. Je pense que Ok. c'est Luis Alors Enrique. moi qui suis plus ancien, de mémoire, je crois que moi j'avais vraiment kiffé l'ère Laurent Blanc, Ouais, j'allais le avec le dire. milieu de terrain Laurent Blanc, c'était magnifique. Verratti, Thiago Motta, Matuidi, ouais, ouais, Matuidi à gauche. ouais, Pour moi c'était une vraie machine et moi je pense que s'ils avaient laissé le temps, parce que Paris ne donne pas le temps, mais s'ils avaient laissé le temps, je pense que Laurent Blanc il aurait fait quelque chose de très très grand avec l'effectif dont il disposait. Voilà, tu m'as Merci. pas posé la question Corentin, mais Non, moi je mais, te donne. merci Raoul, parce que j'allais le dire en tant que Girondin, parce que je suis pas très objectif, ouais. l'époque Laurent Blanc, Laurent Blanc, c'était beau, c'était beau. Mais on se souvient tous de son 3-5-2 contre Manchester City en ouais, quart ouais. de finale de Ligue des Champions où il nous sort ça. Tu sais même pas d'où il le sort. Je comprends pas trop. Ouais, c'est toujours le problème des Voilà. coachs qui, à un moment donné, essaient de s'adapter Il y a un plafond de verre, ouais. Non, je pense qu'il y avait un plafond de ouais, à verre. l'adversaire et finalement, ça ne marche jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, et c'est souvent Ouais. ce qui a été reproché à Guardiola aussi, hein, avec City. C'est toujours que d'essayer de sortir la petite compo du chapeau qui changeait de l'ordinaire et de son système de jeu et qui était censé poser problème à l'adversaire et finalement, il s'est toujours fait dégager. Donc Ouais, voilà, très bonne question. je voulais juste te poser Louis, une aurais-tu une question pour Majid? Non. Non, non, j'ai pas de. Je réfléchis, mais Non, mais moi, je voulais juste te poser cette question parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup Luis Enrique. C'est le meilleur pari de l'RQSI. Ouais, oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Je Moi je trouve qu'en me termes dis, de est-ce que c'est pas un peu domination. l'instant qui fait dire Il y a un ça? peu de ça. C'est l'effet com, l'instantanéité de Il la y a, chose, il y a mais un peu de ça, mais pour le coup, vraiment, moi qui suis Paris maintenant, enfin, voilà, je suis vraiment les matchs, ça fait 8 ans, je suis les matchs vraiment euh, tous les week-ends. C'est vrai que Luis Enrique, c'est en termes de Ouais, domination, de football, et de tout ce qui va avec, en fait, tout ce qui est autour aussi. C'est que voilà, Mbappé il part, t'es encore meilleur. Enfin, en fait, la manière dont il a mis le football au centre, là où le Paris Saint-Germain l'extra sportif, tout ce qui régnait autour du club, toutes les choses toxiques, tout, voilà, les Neymar, les Messi, les Verratti, toutes ces affaires-là, voilà, il a vraiment mis, il a donné au football, voilà, il a donné au football la place où doit être le football. c'est ce qui me dérange, moi, dans Luis Enrique, même si tout le monde s'en fout. Oh non, bon, ça m'intéresse. Non, en fait, c'est que, en plus, il est espagnol, donc l'apprentissage de la langue, elle est pas super compliquée. C'est que le mec ne parle toujours pas le français. Ah si, Dans il parle là. si, Ouais, quelques. Si, il alors ouais, parle là, mais depuis les 3 semaines, là, interviews, depuis un mois, il... il dit bonjour. Ah, super. Ah non, 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 vraiment, non, non, Euh, non, non, vraiment, là, il commence vraiment Non, à je l'ai vu, ouais, je maîtriser. l'ai vu faire des interviews en Ah, français, si, ouais. si, Même Ouais, les confs de ça va, presse. Les confs de presse, il les fait en français et tout. Mais ok. ouais, j'ai quand même une maintenant, ouais. question. J'ai quand même une question pour Magid. Dis-moi. Si aujourd'hui, tu avais le choix de signer un joueur d'Arsenal pour jouer à Paris, tu signerais qui? Waouh, Waouh, Louis, il est chaud! très bonne Elle est question. magnifique, la question. Je pense que j'hésiterais entre Saliba, ça, Pourquoi Saliba non? et Declan Rice. Je pense que dès que tu mets Ok. Declan Rice avec Joao Neves et Vitinha,
Ouais. Waouh, 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 là, c'est football, là. Là, tu le mets un peu plus en 8 comme ça, tu mets Vitinha un peu en 6 comme ça. C'est football, c'est football. Non, je pense Declan Rice. Je pense Declan Rice. Ou Et, Saliba pour prendre la relève de Marquinhos. Ça peut se faire Exactement. Parce aussi. que Marquinhos, d'ailleurs, ça, c'est l'un des points faibles. C'est vrai qu'il est très, très fébrile en ce moment, Marquinhos. Depuis là, son match contre Aston Villa, le match retour. Attention à Marquinhos. et à l'inverse, Louis, si toi tu devais prendre Ouais. un joueur de Un Paris. club. Ah, j'en prendrais pas qu'un, c'est ça le problème. Mais Donnarumma. non, vu ce qu'on a proposé offensivement cette saison, je pense que je prendrais Gvara. Ouais. Ah, mais côté droit, il y a Saka, ouais. Non, je mets Gvara à gauche. Hein. Hmm. Je Ah, il mets est meilleur à Gvara à gauche, ouais, gauche, Gvara. Saka Il à est meilleur à droite. gauche. Je mets Gvara à gauche, Saka à droite. Je ramène un numéro 9 et je le mets en concurrence avec Martinelli et Trossard. Ciao. Ciao. Et ben voilà, c'était le mot de la fin, magnifique. Corentin, non, pardon, Corentin, toi, tu aurais un joueur que tu aimerais récupérer comme ça, qui serait une vraie plus-value dans l'effectif actuel d'Arsenal? Bah oui, je dirais comme Louis, parce que Gvara, c'est vraiment le type de joueur qui clairement, je pense, ça fait aussi basculer un peu la saison du PSG et qui aurait pu faire basculer Hmm. offensivement, quoi. Donc, quand je vois ses perfs, je me dis, ah ouais, ça fout les boules quand même de ne pas avoir un joueur comme ça à gauche, quoi. Puis Ok. ça se complète bien par rapport à Saka parce que c'est quand même un profil que nous, on n'a pas. La qualité d'explosivité, la Ouais. qualité technique surtout, Et de les frappe à deux l'extérieur ensemble, de la de surface. frappe, Ouais. etc. Il a Nous, les deux pieds. ça, J'ai l'impression qu'il a les deux pieds, non? Parce que Ouais, il a les deux ouais, pieds. Bah, il et a les deux c'est pieds. assez fou, il est quand même. censé être droitier. C'est Putain, comme Mais voilà. sachez, Dembélé. Il sait mais pas s'il est sachez que, droitier ou gaucher, ouais, ouais. il est censé être droitier, mais sachez que les 4 buts qu'il a mis au PSG là, c'est du gauche. Pied gauche. Ouais. Je comprends pas trop. Et les frappes du pied gauche qu'il met, moi en tant que droitier, si j'essaye ça, c'est. Son but contre Aston Villa, Tu son te but pètes contre, la cheville. On arrête tout. On arrête tout. son but contre Aston Villa là où il fait sa feinte contre Disasi, Et fin de semelle, pied monstrueux. gauche. Monstrueux. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Bon, messieurs, alors moi franchement, j'aimerais faire perdurer cet échange-là encore des heures et des heures, mais je crois que si nos auditeurs et peut-être ceux des fans de Paris qui écouteraient ce podcast-là, qu'on salue d'ailleurs, voient que le podcast dure 4 heures, il sera jamais écouté, parce que là, je crois qu'on n'est pas loin des 2 heures. Majid, je voulais vraiment te remercier, parce que franchement, moi, Merci à alors, vous. déjà, je trouve que ta personnalité, elle est géniale, comme quoi qu'on peut être deux clubs opposés et supporter deux clubs différents et passer un excellent moment ensemble. Donc vraiment, merci pour tout ça. Merci Bon à vous. match mardi. Forcément, si on gagne mardi, tu peux me bloquer parce que je vais t'envoyer des messages. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion de faire la revanche dans un space, parce que le week-end prochain je ne serai pas là, mais d'un space d'avant-match, avant le match retour. En tout cas, Ouais, si avec t'es plaisir, chaud, avec plaisir. ça sera Avec avec un grand plaisir, plaisir. franchement, avec plaisir. Corentin, Merci à vous. Louis, merci beaucoup. Il reste 3 jours à tenir, ça va le faire. Très long. Et on a l'habitude de terminer ce podcast comme ça. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.